19h, Frédéric Brindel. Bonsoir, les vraies voix de l'été, très heureux de vous retrouver. C'est vrai que ça fait du bien de couper un peu, notamment avec un flot d'actualités toujours aussi concernant et parfois consternant. Au sommaire de cette émission, dans un instant, le déplacement en Gironde du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sous les huées, puis face aux caméras pour reconstruire après les feux de forêt. Nous reviendrons sur les principales mesures annoncées à la mi-journée et nous vous posons la question sur Sud Radio. #incendie, comprenez-vous les sifflets à l'encontre de Sébastien Lecornu? Autre grand rendez-vous de l'émission à 18h05, le débat consacré à la cellule de crise organisée toujours par le Premier ministre, cette fois-ci au sujet du piratage informatique dont a été victime la Direction Générale des Finances Publiques. Les contribuables impactés reçoivent dès maintenant un mail d'explication. Nous vous dirons tout. La question du débat, #cyberattaque, craignez-vous une administration tout numérique? Vous réagissez au 0826 300 300 ou sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Vous répondez aux questions. Présentons les vraies voix. C'est beau ça. Ah bah oui, c'est pour vous. Mais vous êtes prié de ne pas parler avant. Puisque notre réalisateur Maxime Sénat... Ça va, cher Maxime ? Très bien, et vous? Oui, très bien. Ça fait du bien un petit peu de vacances. Ah oui, on a pris du repos, ça fait du bien. Ouais, voilà. Alors, merci pour ce beau générique. Je vous les présente. À ma droite, le conseiller municipal inscrit sans étiquette, même s'il y en a beaucoup sur cette belle chemise, et président de l'association Engagement France Solidarité. Bonsoir, Mickaël Charval. Bonsoir, Frédéric. En pleine forme. En pleine forme. Faites attention sur la route, ça a été chaud, là, non? On en parlera. Ouais, on en parlera. Bon, voilà. Soyez prudents sur la route. Et puis, chef d'entreprise, chroniqueur sur la chaîne Rooftop Français et grande révélation de cet été 2026 sur Sud Radio, Geoffrey Vupero. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cet éloge, mais merci de me recevoir encore une fois. Très heureux. Révélation, meilleur jeune un peu du Tour de France, puis vous avez une belle chemise blanche, le maillot blanc, voilà. Et puis le maillot du meilleur grimpeur, du meilleur sprinter, évidemment, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien membre du RAID, Bruno Pomar. Bonsoir mon cher Frédéric, vous êtes bien bronzé, dites donc. Oui, alors ça c'est le vélo. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est le vélo. Vous étiez en vacances aussi, je crois. Les sommets du Revard, au sommet du lac de Serponçon aussi, là, ça grimpe bien. Ça fait... Oui. Je suis content de rencontrer ces deux jeunes étaintueux bipèdes de ce soir. C'est marrant que vous disiez ça parce que les auditeurs de Sud Radio le savent. Chaque été, on a ces vraies voix de l'été et j'essaye de vous apporter à chaque fois des talents. L'année 2025, c'était l'année Sherman, il est là, et l'année 2026, c'est l'année Vupero, il est là. Et les vieux trucs, comment vous les gardez, quoi? Alors vous, c'était l'année 73, c'est ça. Allez, ouvrons la question du soir. C'est parti pour le débat. Les vraies voix Sud Radio. Au cours d'une conférence de presse tenue à la mi-journée à Mérignac, le président peut-être, on ne sait pas, mais pour l'instant il n'est que Premier ministre, déclare sortir l'artillerie lourde pour aider la Gironde et les Landes à se relever des importants incendies. Sébastien Lecornu donc avait pourtant été reçu par les huées des habitants sinistrés ce matin. Notre question du soir, vous y répondez sur la chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas à nous appeler aussi au 0826 300 300. Comprenez-vous les sifflets à l'encontre de Sébastien Lecornu? Allez, ambiance, c'était ce matin à son arrivée. Moi je suis un membre du village et j'ai le droit de passer chez moi et personne ne m'en empêchera, je vous le dis tout de suite. Alors mettez-moi les menottes tout de suite. Non, c'est pas grave. On a le droit d'approcher un ministre. On est le peuple de France. Voilà, avec ce monsieur évidemment qui s'est fait entendre. Alors au-delà de cela, c'est vrai qu'il y a cette faconde de gens comme ça touchés, mais surtout, et je crois que le Premier ministre l'a compris, on y reviendra dans cette émission, il y a la tristesse de ces gens et avoir connu le pire comme ils ont connu effectivement explique tout. Avant de recevoir notre invité, puisque dans un instant, nous allons parler avec un des habitants du Porge. Le Porge, c'est cette municipalité qui s'est sentie très exclue, qui s'est sentie minimisée dans l'importance qu'on portait justement à la reconstruction. Et on va faire le point dans un instant avec l'un de ces habitants qui était présent ce matin. Un mot quand même avant vous, les vraies voix, Bruno Pomar. On comprend, ça ne pouvait pas être autrement, même si c'est
pas forcément à l'encontre directement de Sébastien Lecornu. Si. Oui, on peut comprendre le désarroi, la tristesse de ces gens-là qui ont tout perdu. Il faut le rappeler, des centaines de maisons qui sont parties en fumée. On peut entendre, et en même temps, je dirais, on peut comprendre que le ministre soit pas allé directement au contact. Pourquoi ? C'est très simple, parce que je pense que ça aurait été un brouhaha, il n'y aurait pas eu une discussion saine. Donc voilà, mais je pense d'autant pas qu'il n'avait pas souhaité avoir un service d'ordre assez c'est important. pour ça, voilà, il n'a pas voulu manquer de respect, je pense, à ses habitants, loin de là. L'essentiel, c'est qu'il trouve des réponses. Mais je crois que ça a évité qu'il y ait un affrontement qui est totalement inutile, mais encore une fois, soutien total aux habitants de Porges, évidemment. Bon, vous êtes un élu, vous aussi, Michael Sherman, vous savez que la rencontre avec les administrés, quand il y a un problème, c'est toujours particulier à gérer aussi. On est face à un désarroi de familles, comme l'a dit Bruno, qui ont tout perdu. Donc je pense que la dignité de ne pas faire de polémique sur un sujet tel. Puis après, il y a un autre débat. Je pense que le Premier ministre Sébastien Lecornu est préparé à l'ingratitude. On n'embrasse pas la carrière politique à un si haut niveau de l'État, si on n'est pas prêt au sifflet. Ça fait partie de l'addition. Ça fait partie du job, on monte pas sur scène si on n'est pas prêt à se faire siffler. Alors justement, avant de retrouver notre invité qui fait partie donc de ce groupe de personnes habitant du Porge, juste votre réaction, Geoffrey Vupero, vous sentez ça comme des sifflets? Alors c'est important d'avoir votre avis, c'est-à-dire de l'autre côté de la caméra, on l'aura à l'intérieur puisque notre invité va nous le dire, mais vous percevez ça comment? Une attaque directe contre le gouvernement, contre le Premier ministre, contre tout le monde et personne? Je pense que malheureusement, évidemment, il y a ce contexte des incendies, il y a ce contexte qui est difficile à prévoir, donc je pense pas qu'on puisse, dans cette situation spécifique, aller contre Monsieur Lecornu. Par contre, je pense qu'il y a un cumul de ras-le-bol qui fait que les gens sont plus enclins à prendre la parole de façon un peu plus agressive, et il faudrait qu'on commence à réfléchir à répondre à ce ras-le-bol général en fait. Et n'importe quelle étincelle, c'est le cas de le dire, pourrait déclencher des révoltes. Allez, dans le vif du sujet avec Marc Dalla Samba, producteur et manager d'artistes et qui était présent au Porge ce matin pour la visite de Sébastien Lecornu. Bonsoir Marc. Bonsoir. C'est très gentil de nous accorder un peu de votre temps. C'était une journée particulière. Bon, vous avez entendu, Marc, j'ai voulu déjà faire parler nos trois vraies voix pour dire comment on avait ressenti les choses. Alors vous, de l'intérieur, c'était quoi? C'était direct contre le Premier ministre, direct contre le gouvernement? Non, ça n'a pas été direct contre le Premier ministre. Déjà, on n'a pas compris pourquoi il est venu hier en cachette. Il était sur la commune déjà en cachette. On n'était pas au courant. On a appris ça par les réseaux, par des journalistes. Aujourd'hui, on attendait qu'il vienne voir le peuple, la population. Il n'est pas venu. Et pareil, on a été bloqué par les gendarmes. On ne pouvait pas accéder à son niveau à lui. Ouais, c'est pour ça qu'on entend le monsieur d'ailleurs qui dit mettez-moi les menottes, j'ai le droit, je suis un citoyen. Ça explique bien. C'est important ce que vous dites, ouais. Exactement, et du coup, ils avaient bloqué les rues, ils sont venus en cachette, ils sont repartis en cachette. On a réussi à rentrer une fois que la gendarmerie a été levée, on s'est rendu sur la caserne des pompiers. Donc on a eu un peu ce qui avait été dit, parce que c'est là-bas où il a été reçu. Et après, on a entendu à 13h, comme tout le monde, à 13h30, quand il a décidé de faire sa conférence de presse. Ce qu'on trouve dommage, c'est que ils ont parlé des reconstructions, de 12 millions d'euros d'aide. 12 millions d'euros, ça correspond à quoi? Ça aurait été le Cap Ferré, ça aurait été 3-4 villas. Sur le Porge, 12 millions d'euros, sur 183 maisons, ça va être réparti comment? Ouais, donc ils ont pas parlé ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a les questions sur ces prix, mais c'est le communicant qui s'auto-piège, c'est-à-dire allez, on va faire un effet d'annonce, on met 12 millions. Mais 12 millions, c'est qui, c'est quoi, c'est pourquoi? Alors si ça se trouve, ça peut servir ou pas. On va rentrer dans le vif du sujet parce que merci Marc d'évoquer cette conférence de presse. C'est l'objet dans notre deuxième partie. On va écouter les moments importants de Sébastien Lecornu et puis vous allez bien sûr donner votre avis. Mais vous, Marc Dalla Samba, je le rappelle, donc présent au Porge, enfin présent au nom des habitants de la ville du Porge. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi votre municipalité a été particulièrement mobilisée? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez finalement infériorisé par rapport aux villes voisines dans ce vaste projet de reconstruction? C'est-à-dire que déjà, comme je disais au début, ils annoncent une somme, d'accord, on ne sait pas à qui ça va revenir,
on n'en sait pas plus. Ils annoncent beaucoup de choses. On sait très bien que les partis politiques, ils font des belles promesses, mais les actes où ils sont, et ils n'ont pas parlé aussi des locataires, parce qu'il n'y a pas que des propriétaires, il y a des locataires qui se retrouvent sans rien. Et du coup, les assurances pour les locataires, c'est 20 jours d'assistance maximum, et après, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, de voir une vie toute perdue, d'avoir tout perdu d'un coup, qu'est-ce qu'on fait après? Oui, parce qu'il y a le propriétaire qui perd sa maison, mais il y a le locataire qui voit sa maison brûler avec dedans tous les souvenirs de la famille. Oui, c'est très important. Donc tout ça, c'est autant de questions. Vous avez peut-être les vraies voix des questions pour Marc, Bruno Pomar. Oui, Marc, oui, mais je pense que évidemment tout le monde est mobilisé. On a entendu la conférence de presse du Premier ministre qui a dit d'abord que les premiers à rembourser, c'est quand même les assureurs. Les assureurs, ils nous prennent quand même un paquet de pognon tout au long de l'année. Ça va faire l'objet d'un... Donc il va falloir on a récupéré justement une déclaration là-dessus, parce que c'est important. Qu'ils casquent sérieusement. Les 12 millions d'euros, c'est l'État, c'est nous, c'est nos impôts, et tant mieux que ça puisse aider nos compatriotes de ce secteur-là. Et puis il va y avoir tout ce qui est collectivité locale. Je pense à la région. Glaise, le président du département de Gironde, a dit effectivement qu'il viendrait en aide. Donc tout ce petit monde va délier leur bourse et puis aider au financement. La première des préoccupations actuellement, c'est de reloger toutes ces personnes. C'est ça le vrai problème. Alors, le plus gros problème, c'est celui-là. Est-ce que tout le monde a été relogé autour de vous, Marc? Comment ça se passe? Eh ben, la plupart, c'est relogé dans des appartements temporaires Airbnb à des prix extra-orbitants. C'est-à-dire que les gens relogés payent un loyer qui est très cher, c'est ça? Ouais, très cher. Ou sinon, la solution, c'est le camping dans un mobil-home. Oui. Au milieu des pins. Oh là là, ouais. Le secteur était... mais les assurances quand même jouent le jeu là sur le fait de retrouver des appartements, etc. aux personnes. Je pense qu'une partie est prise en charge par les assurances. Sur ces loyers. Sauf si je mets pour les propriétaires. Pour les propriétaires. Pour les propriétaires, pas pour les locataires. Oui, oui, pour les propriétaires, oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Il y aura sûrement quand même des aides. Enfin, moi, je le pense réellement. Compte tenu du contexte, ce qu'a annoncé encore une fois le Cornu, je pense qu'il y a même qu'il y aura une mobilisation sur ce sujet. Mais ce que dit Marc, et là, je comprends bien la nuance que vous apportiez, Marc Dalla Samba, c'est-à-dire que effectivement, c'est peut-être plus facile au niveau des assurances quand on est propriétaire et sur ce genre de choses. Juste sur la question de votre municipalité, Le Porge, j'ai entendu dans la presse, alors vous allez nous le confirmer, que par exemple vous étiez senti infériorisé par rapport au Cap Ferret, l'Èche-Cap Ferret. Il y a eu un traitement, on va dire, différent selon les communes, Marc? Ah, bien sûr. Surtout que la presqu'île du Cap Ferret, c'est quand même un bel endroit, c'est des maisons de personnalité, de stars. Évidemment. Comme je vous disais, 12 millions d'euros, ça aurait fait quoi? 3-4 maisons sur le Cap Ferret. Donc, vaut mieux préserver la presqu'île du Cap Ferret, parce que là, à ce niveau-là, les assurances, comment ils auraient fait? Sachant que c'est des terrains à 1 million d'euros, des maisons à 3-4 millions. Oui, certains ont dit d'ailleurs, il y a eu des déclarations en disant que parce que c'est un endroit où il y a tous les people, toutes les personnalités, les gens qui ont beaucoup d'argent. Vous avez donc médiatique. Pardon, Mickaël. Quand il y a une lumière médiatique, le témoignage de Marc, il est primordial, parce qu'on réhumanise. Derrière ces drames, il y a des familles qui sont à la rue, qu'il accepte de se mettre en lumière. C'est courageux de sa part, puisque il a pas de titre et c'est pas un politique, et de aussi abaisser sa dignité et de montrer ce côté dans cette situation délicate. Bravo Marc, et il faut que vous sensibilisiez. Merci. Et c'est important que dans la presse vous fassiez écho, parce que vous n'existerez auprès des politiques que si vous faites du bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais vous, Marc, vous avez donc avec les autres habitants du Porge notamment constitué une association, quelque chose de structuré? Alors moi déjà j'ai monté une association pour les sinistrés, c'est pour organiser des concerts solidaire. Oui, puisqu'on le rappelle, vous êtes producteur et manager d'artistes, hein. Voilà, donc vous êtes partenaire aussi, Sud Radio, faut le rappeler. Avec grand plaisir, voilà. Oui. Ça n'a rien à voir avec le concert de ce que veut faire Obispo avec, comment il s'appelle Non, rien à voir. Rien à voir. Justement, nous on fait venir Philippe Etchebest avec son groupe Chef and the Gang, qui a accepté de venir jouer gratuitement justement pour les sinistrés.
C'est beau. Et dont les dons seront versés pour le Secours populaire. Parce que c'est eux qui restent jusqu'au 30 septembre, et sinon il n'y a plus personne d'autre sur la commune. D'ailleurs, Marc, il faut. D'ailleurs, je vais tirer mon chapeau parce que c'est mon copain, mais Cyril Hanouna finance la production à hauteur de 300 000 euros un concert avec Obispo, etc. C'est lui qui le finance. Faut le savoir. Mais pour les sinistrés. Mais ce que dit Marc, là, c'est sur le Cap Ferret, etc. Non, il le fait pour les sinistrés, pas pour le Cap Ferret. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est très bien d'organiser un concert et de financer 300 000 euros. Mais déjà, ils font payer l'entrée. Ils font payer l'entrée de 35 à 70 euros. Ils font payer les t-shirts. Et pourquoi ils n'ont pas fait, ces personnes-là, pourquoi ils n'ont pas fait des chèques pour aider les sinistrés? Bon, écoutez, ça part de mon sentiment, Marc, franchement. Après, c'est peut-être... Ça part d'un bon sentiment. Nous, on le fait ça à notre échelle parce que, justement, tout est gratuit. Il n'y a personne qui prend de rémunération et les dons seront versés au Secours populaire. C'est eux qui vont les récolter eux-mêmes sur place. Toutes les initiatives, c'est très important. Merci beaucoup, Marc Dalla-Samba, donc producteur et manager d'artistes et habitant du Porge. Donc, le concert, il est quand, Marc? Le dimanche 30 août. Dimanche 30 août. Il est où? Sur le Porge, normalement. C'était prévu à Arès, mais vu que la municipalité d'Arès nous met des bâtons dans les roues, on est en train de voir avec monsieur le maire du Porge pour le faire sur le Porge, parce que c'est la commune qui a été le plus touchée. Bon, tous les messages sont passés. Merci, bon courage Marc Dalla-Samba, et puis bon courage à tous les habitants sinistrés. Justement, on débat avec nos vraies voix et vous, les auditeurs de Sud Radio, sur ces décisions prises par Sébastien Lecornu. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Frédéric Brindel. Sébastien Lecornu prend le dossier en main, celui de la reconstruction de la Gironde après les feux de forêt. Depuis Mérignac, le Premier ministre a fait plusieurs annonces au cours d'une conférence de presse. Plus tôt dans la journée, il avait été sifflé par des habitants sinistrés, dont on vient d'entendre l'un des représentants, essentiellement donc de la commune du Porge. La question du soir sur la chaîne YouTube, prononcez-vous, donnez-nous votre avis. #incendie, comprenez-vous les sifflets à l'encontre de Sébastien Lecornu? Nos trois vraies voix ce soir, Mickaël Sherman, Geoffrey Vupero et Bruno Pomar. Je vous explique juste parce qu'on vous doit la vérité, chers auditeurs. Je dis juste avant de prendre l'antenne, surtout messieurs, si vous toussez, s'il y a un petit truc, ne vous mettez pas devant le micro, parce que évidemment vous entendez tout. Et là, le que vous entendez, c'est justement Bruno qui a bien entendu ce que j'ai dit, qui venait juste de se prendre un petit chewing-gum avant l'antenne. Voilà. Bon, la question du soir. Comprenez-vous les sifflets à l'encontre de Sébastien Lecornu? Je vous propose d'écouter justement la réaction de Sébastien Lecornu à ces sifflets. Évidemment, on l'a expliqué tout à l'heure, il fallait s'y attendre, même si on sent bien que ce n'était pas directement à l'intention du Premier ministre. Alors, déjà, sa réaction, le Premier ministre. Les gens qui ont perdu leur maison. Je trouve que pour tout un tas de raisons, j'étais proche qui, dans d'autres incendies, ont pu connaître ça. C'est quelque chose d'épouvantable. Même quand il n'y a pas de victime humaine, la blessure et donc la colère que ça peut évidemment susciter est énorme. Moi, je le comprends très très bien. Un peu plus d'empathie que moi sur cette affaire-là. Mais justement, plutôt que des grandes phrases, plutôt que de faire des tweets, plutôt que de se montrer en photo et plutôt que de se mettre en scène, je préfère mettre du concret. Et c'est vrai, c'est ma culture d'élu. Je fais confiance au maire, au conseil municipal. Alors justement, d'un point de vue communication, Geoffrey Vupero, il s'en sort pas mal, Sébastien Lecornu. J'ai l'impression que sur des situations un peu houleuses, self-control, alors il n'est pas question de dire c'est un bon politicien, sa politique est bonne. Je dis d'un point de vue communication. Oui, c'est vrai qu'il a un calme et une certaine humilité, au moins d'apparence, qui a l'air d'apaiser un peu. Cependant, ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours ça, c'est qu'on est dans une société qui semble un peu malade dans son ensemble et comme un humain qui est en mauvaise santé, un rhume peut être assez grave. Et là, il semble que l'incendie ait des effets bien plus graves qu'il n'aurait pu l'avoir dans une société en bonne santé et optimiste. Oui, en fait, il y a l'accumulation. Et il est reproché à notre gouvernement et à nos derniers gouvernements un ensemble de choses. Sur l'aspect communication, Mickaël Sherman, pour Sébastien Lecornu? C'est une communication de façade. Après, c'est vrai que par rapport peut-être à d'autres... C'est ça, c'est la façade, la communication. Par rapport à d'autres premiers ministres, Elisabeth Borne ou des prédécesseurs, c'est vrai qu'il y a un côté humain,
plus proche du peuple, avec cette humilité que vous releviez, qui voilà. Après, on va pas non plus donner une médaille. On est face à des sinistrés. Non, c'est pas ça. Mais c'est intéressant de voir parce que il faut gérer quoi. C'est comme. Mais le problème, la communication, ça fait pas tout. C'est bien d'avoir une belle communication et que notre Premier ministre a eu un bon média training où lui-même a des qualités et sait le faire. Oui. Mais là, on a quand même 152 sinistrés de maisons qui ont été. Mais dans la communication, et vous parlez à juste titre du média training, ça c'est pour la forme de la communication, mais il y a aussi le fond de la communication. C'est-à-dire qu'il y a des choix des mots et des prises de conscience. Oui, après, il ne faut pas non plus en faire une légion d'honneur. Et pour moi, il faut aussi... Personne ne le fait. Au-delà de cette façade, qui est bien, qui est humaine, mais on ne va pas non plus remercier un Premier ministre qui est juste humain avec des sinistrés. C'est du bon sens. Ouais. C'est bien d'être humain avec des gens qui ont souffert et qui sont encore en train de souffrir. Ouais. Et je pense que maintenant, les Français... Parce que je dis ça, c'est s'il avait été mauvais, on lui aurait tiré dessus et c'était un peu normal. Il a cette facilité, je pense, le Cornu. D'abord parce que c'est un élu de terrain, il faut le rappeler. Hein. Attention, c'est un vrai élu de terrain. Vernon, je crois. Il y a certains qui sont arrivés à des postes comme ça qui n'ont jamais été sur le terrain. Lui, il a été élu sur Vernon, exact. Mais il y a une forme de pudeur, je pense, dans ce qu'il a fait. Sa conférence de presse, c'est pas anodine. Moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Il a essayé d'être très pragmatique. Il n'a pas fait des phrases à rallonge en blablabla, comme ils ont l'habitude de faire souvent. Exactement. Il a été concret. Alors même s'il annonce 12 millions d'euros, c'est facile à dire. 152 maisons, il l'a dit tout à l'heure, c'est rien. J'entends bien, mais je veux dire, c'est dans le principe d'annoncer quand même qu'il y a tout un tas... Les entreprises. Les dégâts collatéraux pour les entreprises, pour les commerçants, ça on n'y passe pas non plus. Donc je pense que le travail qu'il a fait est à mon sens bon en matière de communication. Je parle bien. Messieurs, au-delà des 12 millions d'euros, on va dire que l'effet de langage est celui du terme d'artillerie lourde. Oui. Écoutez son propos. Clairement, on assume de sortir l'artillerie lourde, parce que c'est cette artillerie lourde qui crée la rupture et qui permet à tout le monde de se projeter localement. Bon, la première des choses, évidemment, c'est la question du relogement. Beaucoup de relogements d'urgence. On va augmenter les fonds d'accompagnement des collectivités locales pour ces relogements d'urgence. Un jour viendra l'hiver. Il faut donc trouver désormais des solutions de temps moyen et de temps long. Et donc ça, c'est évidemment un enjeu qui est clé. Je citais la rentrée scolaire. Bon, alors, vous l'avez parlé, enveloppe de 12 millions d'euros pour la Gironde et les Landes, permis de construire en moins d'un mois, enfin, maximum un mois pour reconstruire, on est bien d'accord. Aide fiscale pour les entreprises, exonération de cotisations, facilités administratives, pression sur les assureurs qui ne jouent pas le jeu. C'était intéressant, le contenu. Alors là, on sort de la communication, hein, j'ai bien entendu, il y a les plutôt pour, les plutôt contre, mais là, maintenant, sur le concret, Geoffrey. Effectivement, c'est des mesures qui semblent concrètes, comme je disais, qui apparaîtraient... Finalement, la position qu'il a aujourd'hui semblerait, dans un pays en bonne situation mentale générale, il apparaîtrait presque comme un héros, en fait, parce qu'il arrive avec des positions, enfin des solutions pratiques. Est-ce que ce sera réalisé sur le terrain ou pas? Je sais pas, mais je suis convaincu que dans une situation différente de la nôtre actuelle, il serait considéré autrement. Michael Sherman. Pardon. Artillerie lourde... Je veux dire, 12 millions d'euros? Oui. 12 millions d'euros divisé par 152 maisons. Vous êtes à moins de 80 000 euros par maison. Oui, mais c'est pas ça. C'est un budget qui permet d'aider. Alors après, il y a les assurances. C'est toujours difficile. Les mots ont du sens. Oui, mais Michael, il n'y a pas Bruno Pomar. N'attendons pas que l'État, encore une fois. Là. Je sais bien que nos compatriotes ont besoin qu'on les aide. N'attendons pas que l'État. Là, c'est l'argent des Français. Oui, mais c'est pas l'État, c'est l'argent des Français. Non, mais 12 millions d'euros, c'est une chose. Et après, il y a les assurances, etc. Moi, ce qui m'a intéressé dans sa communication, puisqu'on en parle, c'est qu'il a parlé d'allègement administratif. Vous savez, comme Notre-Dame. On avait mis un grand général qui est malheureusement décédé, Georges Lain, qui a fait un travail considérable pour la Notre-Dame. Oui. Lui, il veut faire la même chose, c'est-à-dire faire du pragmatisme, c'est-à-dire pas foutre les strates administratives qu'on a l'habitude de voir, où les gens vont attendre 10 ans pour être remboursés, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est les mots sont bien pesés. C'est qu'il veut aller vite pour aider les gens, et c'est pour ça qu'il parlait de... Qu'est-ce que vous avez dit, le terme là? Artillerie. Je pense il faudrait y retourner dans 2 mois pour aller demander aux locaux ce qui s'est passé. D'accord, mais pour l'instant, et moi, tout à l'heure, je regardais la télévision, nos confrères, je crois que c'était BFM, voilà, et il y avait une dame qui disait non, ça vaut 1 milliard. Alors, je comprends que cette dame dise ça, mais entre qui et comment peut dire aujourd'hui il faut 12 millions, il faut 1 milliard? Ça, bon, moi je vous sollicite, chers auditeurs, vous aussi autour de la table, les vraies voix, mais on n'a pas les réponses. En revanche, c'est comment on y va. Bon, artillerie lourde, on a entendu ça, on verra si ça tient. Dans un instant, on revient, on vous dit ce que vous avez pensé donc de l'accueil
par les sinistrés de Sébastien Lecornu. Comprenez-vous les sifflets à l'encontre de Sébastien Lecornu, puisqu'il a parlé depuis et qu'il vient de s'exprimer. On va voir ce que vous en pensez. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 17h-19h, Frédéric Brindel. Vaste sujet, notre Gironde, nos Landes, mais plus généralement, tous nos départements touchés, victimes de ces forêts, sont au cœur du projet, du processus engagé de reconstruction par Sébastien Lecornu, qui était en déplacement ce matin en Gironde. Comprenez-vous les sifflets à l'encontre de Sébastien Lecornu, sifflets donc de membres notamment de la municipalité du Porge. On a entendu tout à l'heure Marc Dalla Samba qui était notre invité, il nous a expliqué pourquoi. Autour de la table, nos trois vraies voix, l'immense Bruno Pomar, l'excellent Geoffrey Vupero et le talentueux Michael Sherman. Et alors donc, nous vous avons posé la question, vous les auditeurs de Sud Radio, #incendie, comprenez-vous les sifflets à l'encontre de Sébastien Lecornu? Alors, cher Quentin Saunier, ça dit quoi la tendance? Eh bien écoutez, nos auditeurs répondent oui à 96%, c'est un sondage assez clair. Vous nous laissez aussi beaucoup de commentaires. On a Jacques qui nous dit bien sûr que oui, comment pourrait-il en être autrement? La gestion des risques est catastrophique, le manque de moyens et la compétence sont criants. S'il avait un peu d'amour-propre, il donnerait sa démission. Et on a Jean-Marc qui nous dit avec un peu d'humour, à quoi s'attendait-il? Une aide d'honneur, des applaudissements ou encore des pétales de rose à son passage? Bon, d'ailleurs, Marc, notre invité, disait ce n'était pas tant directement à son encontre, mais c'était sur le mode de fonctionnement, c'est-à-dire venez nous rencontrer pour nous écouter. Bon, on a bien compris en général, mais quand même Bruno Pomar, il pleut, c'est de la faute d'Emmanuel Macron. Vous voyez, ma fille a une indigestion, c'est de la faute de Sébastien Lecornu. Il y a un moment, non, je ne sais pas. Mais je crois que on l'a dit tout à l'heure, il y a un comment dire presque un dédain de la part de nos politiques qui est évident, quoi. Parce qu'on voit toutes les problématiques de façon générale, pas que à travers ces incendies. Donc là, qui sont les fautifs? Ce sont les politiques, c'est tout, point final. On regarde pas le climat, il rentre même plus en compte. C'est la faute des politiques. Alors, c'est classique de toute manière, même au niveau local d'ailleurs. Le maire est toujours le responsable de tout ce qui se passe sur sa commune. C'est comme ça, malheureusement, la société évolue dans le mauvais sens. Geoffrey Vupero, il y a quand même, je sais pas, une centaine de personnes qui sont mises en garde à vue parce qu'elles sont suspectées ou déjà coupables d'avoir mis le feu. C'est pas le gouvernement qui a foutu le feu à nos forêts non plus, non? Non, mais effectivement, je fais l'avocat du diable. C'est vrai, mais d'accord. Mais je vous annonce ma nomination en tant que ministre dès demain. Non, mais je suis bien obligé de faire l'avocat du diable. Non, bien sûr, mais effectivement, et on espère que les condamnations seront à la hauteur des délits. Mais c'est vrai que gouverner, c'est prévoir. Et on nous parle depuis 25 ans avec le GIEC du dérèglement climatique. Et ça fait longtemps qu'on aurait dû être prêt à ce genre de choses. Maintenant, le problème, c'est que gouverner, c'est prévoir. Malheureusement, les gouvernants qu'aujourd'hui n'ont plus le temps de prévoir, puisque la seule chose qu'ils cherchent à prévoir, c'est les résultats au prochain sondage. Les étapes électorales. Donc ils n'ont pas le temps de s'occuper des vrais problèmes. Le problème est là finalement. C'est comment on peut s'occuper des moyens des pompiers et des éventuels incendies et des canadaires si on réfléchit seulement à sa stratégie marketing pour les prochaines élections. C'est vrai que c'est la machine politique qui est en train finalement de dérailler. Est-ce qu'il ne faut pas des mandats un petit peu plus longs, Michael Sherman? Parce que l'argument de Geoffrey Vupero, une nouvelle fois, il est excellent, mais il nous tuera tous tout au long de cet été, Geoffrey Vupero, parce qu'il sent les choses. Mais non, mais c'est vrai, le temps de la politique est excessivement court. Le temps de la politique est excessivement court. Après, sur ce sujet précis des sinistrés, l'État, il doit être là quand les flammes sont présentes, mais il doit aussi être là quand les caméras repartent. Là, parce qu'il y a une pression médiatique, il y a des grandes annonces, on emploie des mots comme artillerie lourde. Ouais. Maintenant, ce que je veux vous dire, moi, ça me rappelle notamment la tempête Xynthia qui avait eu en France en février 2010. Jean-Jacques Brault venait d'être nommé préfet des Yvelines. L'État, et je pense que c'est un cas d'école, était allé jusqu'à racheter la maison des sinistrés et avait été présent. Donc en plus, c'était un nouveau préfet qui était en poste et donc il avait suivi l'avis des familles et des sinistrés et la négociation où la décision a été prise de l'État jusqu'à racheter la maison des sinistrés. Donc je pense que on verra par les actes. Vous avez très bien dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut revenir dans 2 mois, 3 mois.
c'est très bien que le tissu associatif, on l'avait vu lors de la tempête Xynthia il y a un peu plus de 15 ans, que parce que le tissu associatif était présent et qui n'a jamais abandonné, on parlait du secours populaire qui est sur place, c'est aujourd'hui ces 20 millions de bénévoles en France qui font aussi que quand l'État n'est pas là, heureusement qu'il y a ce tissu associatif. Et encore une fois, voilà. Ça confirme. Bon, j'ai eu raison de mettre la pression, vous Bruno, qui êtes l'ancien des vraies voix, j'ai eu raison de mettre la pression à Michael Sherman en disant que Geoffrey Vupero était le plus talentueux parce que du coup, il s'est mis au niveau. Messieurs, ça monte. Messieurs, nous y reviendrons de toute façon. L'actualité, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès 18h05, notre débat sera consacré à l'autre actualité de Sébastien Lecornu, c'est-à-dire la cellule suite à la cyberattaque dont a été victime notre pauvre administration fiscale qu'on aime tant aussi. Vous avez vu, voilà. Mais vous allez avoir un contrôle fiscal, vous. Voilà. Mais bon, nous aurons l'occasion d'y revenir parce que effectivement le sujet est important. Bon, c'est le moment du tour de table. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Il est terrible de Maxime Sénat, notre réalisateur, parce qu'il nous fait des jingles avec un con comme t'es, il te demande ton avis. Donc le premier à qui je vais demander son tour de table et son avis, il va se sentir passer de vous, Bruno. Allez, merci Maxime, c'est très sympa. Bruno Pomar, stop. Toujours là pour vous mettre en valeur. Alors vous dites stop au tout état, laissons les élus maires gérer le quotidien des Français. Alors c'est bien la raison pour laquelle j'acoquine votre sujet au sujet précédent, parce qu'il y a des passerelles. Allez-y. Ben oui, non. Alors bon, moi j'étais maire d'une petite commune, un petit village, donc j'ai jamais eu les contraintes qu'ont les maires de grandes villes, les élus comme Michael et d'autres que je connais qui ont un travail considérable. Ouais, il faudrait on parle toujours de décentralisation de pays depuis des années, depuis Gaston Defferre. Pas d'aujourd'hui, la décentralisation. Ministre de l'Intérieur, marseillais de François Mitterrand. Exactement. Et c'est vrai que c'est une vraie question parce que je crois que les seuls, à mon sens, capables de régler les problèmes au quotidien et localement, ça porte bien son nom, ce sont les élus locaux. C'est pas le régalien, c'est pas Paris, la pyramide là-bas en haut qui dit tiens, je vais m'adresser à tel organisme, etc. Comme on est dans une structure déjà hyper administrée, eh bien on se rend compte que quand on doit réagir rapidement, on l'a vu avec les masques. Le plus réactif, ça a été quoi? Les départements, etc., qui sont mobilisés. L'État voulait déclencher un grand plan de Marshall pour les masques. Résultat, ça a été un bordel sans nom. Et résultat, ce sont les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, conseillers départementaux maintenant, qui ont réglé quasiment la plupart des problèmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir, sur la prochaine présidentielle, savoir ce qu'on veut déléguer totalement à nos élus, aux maires, aux responsables politiques locaux, qui sont à même, eux, de régler les problèmes, de gérer le pognon parfois même mieux que l'État régalien, parce que l'État régalien est géré par des grandes administrations avec des gens supérieurement intelligents, qui sont énarques, X, tout ce que vous voulez là. On adore ça, ça fait 40 ans qu'on est géré par ces gens-là, et on voit qu'on a juste 3500 milliards de déficit. Bon, bref. Donc, donnons des moyens à nos élus locaux de gérer leur argent. Moi, ma petite commune, quand je la gérais, j'avais 200 000 euros. J'ai pas de déficit, je gérais mon pognon. Donc voilà, je pense qu'il y a un véritable travail à mener dans ce cadre-là, parce que on n'en peut plus des superstructures, des agglos, des conseils départementaux, des régions. Enfin, on sait plus où on en est, et nous-mêmes et les élus, on sait plus à qui s'adresser. Mais vous parliez de savoir de définir une répartition des rôles, parce que quand par exemple le maire d'Alès est victime de pression de la DZ Mafia, là pour le coup, c'est bien que l'État soit aux commandes. Voilà. Frédéric, vous touchez un sujet particulier. Évidemment, l'État régalien, tout ce qui est sécurité, justice, etc., éducation nationale, il faut que ça soit géré par le régalien. Tout le reste doit être délégué. Tout simplement, voilà. Je pense que la France fonctionnerait bien mieux. D'ailleurs, on voit ça en Allemagne avec les Länder, où ça fonctionne beaucoup mieux. Ou les régions autonomes en Espagne. Tout à fait, les régions autonomes. Donc il faut qu'on change de schéma, voilà. D'accord, Geoffrey Vupero? Oui, je suis assez d'accord. Alors dans le détail, effectivement, que doit gérer l'État, dans quelle mesure, à quel niveau, bien sûr, c'est une question. Et effectivement, personne ne gérera mieux une commune que le maire de la commune, parce qu'il connaît, parce qu'il est à portée de baffe. Et effectivement, on est absolument d'accord sur ce sujet-là. Et ça marche comme ça aussi pour les entreprises. Ça sert à rien envoyer des normes aux entreprises. Mais bien sûr. De la part des narcs qui n'y connaissent rien, les chefs d'entreprise sauront comment faire. C'est le même schéma. Et les maires sauront comment faire. Alors, il a parlé de Strat, Bruno Pomar. On garde quoi? Bon, la municipalité, d'accord. Michael Sherman, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Vous êtes élu municipal, mais le département, c'est important. La région, c'est important. Mais les communautés de communes, tout ça. Le problème, c'est que
millefeuille administratif. Oui. Vous prenez, moi je suis conseiller municipal, sans étiquette, je suis bénévole, etc. Vous verrez aujourd'hui plusieurs compétences territoriales. Vous allez avoir la métropole du Grand Paris, le conseil départemental, le territoire qui gère les poubelles, où c'est le maire ou le maire adjoint qui est élu à la même structure, avec évidemment dans chaque entité des directeurs généraux. Donc c'est des salaires à 7 000, 8 000 euros par mois parfois. Ça coûte beaucoup d'argent. Etc. C'est beaucoup d'argent public pour des compétences où parfois vous allez avoir notamment, alors c'est souvent proche de Paris, en Ile-de-France, mais vous allez avoir par exemple le département et une collectivité qui va offrir un PC portable aux mêmes collégiens ou aux mêmes lycéens. Vous voyez, ou les frais de rentrée scolaire qui sont payés par 3 associations financées par des subventions publiques de la même entité, et le gamin qui c'est tout juste, il va percevoir 2 cartables remplis de fournitures par 2 associations subventionnées sur le même territoire. Donc il y a un millefeuille administratif où il faut parfois s'inspirer de l'étranger. Il y a des notamment des vous allez aux États-Unis, pas tout est bon à prendre, mais quand il y a une bonne idée, c'est pas parce que c'est les États-Unis qu'il faut pas la prendre. Bien sûr. Sur l'efficience notamment, et Elon Musk, c'était son rôle après qu'il soit écarté ou qu'il ait pris ses distances, et voilà, il faut de l'efficience et il faut soulager et alléger les contraintes administratives à tout, mais sur tous les pans de la société. Pour le moins de petits chefs d'entreprise que pour un maire, patron de collectivité. Bruno Pomar, je vous rappelle que l'une de mes grandes passions et de mes activités sont liées au sport. On a eu plein de clubs de sport. Le vélo. Le vélo, entre autres, mais le handball aussi. Enfin, vous savez pas. Mais combien de grands clubs sont morts de ces distensions entre les différentes collectivités locales qui étaient partenaires ou pas? Alors, je parle de cet exemple, mais ce que dit Michael Sherman, ça montre bien ce que vous dites aussi. C'est-à-dire, on décentralise, mais attention à la décentralisation, bordel. Oui. Et puis, alors, pensez là, quand vous parlez des clubs, ça peut être un peu du clientélisme aussi, quand on finance des trucs. Mais à un moment donné, oui, effectivement, mais ça peut avoir un impact général sur l'ensemble des sujets qu'on peut aborder, effectivement, mais encore une fois, on le voit, même sur les clubs sportifs, etc. Tout ça coûte beaucoup d'argent quand même, collectivité. Et il en faut des clubs sportifs. Mais est-ce qu'il ne faut pas trouver de nouveaux moyens de financement? Est-ce qu'on doit tout attendre de la collectivité? Est-ce qu'on doit tout attendre de l'État central? Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher de l'argent aussi sur le privé pour financer certaines actions? Bref, il y a tout un travail à remettre en place. Le problème, c'est l'administration nous coûte un fric de dingue. Aussi. Bien. C'est tout. Le tour de table maintenant de Michael Sherman. Je comprends pourquoi le petit clin d'œil tout à l'heure avec les voitures. Vous vouliez rendre hommage à ces 4800 hommes et femmes agents d'entretien des autoroutes. Exactement. C'est le retour des vacances ou le départ. Rassurez-moi, vous ne remerciez pas les actionnaires et les PDG des autoroutes qui m'ont tout gâché mon été à me faire payer horriblement. Je remercie les petites mains. Alors allez-y. Les agents de sécurité et d'entretien des autoroutes. Le hasard de la vie a fait que j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai été amené à avoir une discussion avec l'une de ces âmes, une femme qui terminait son service, et j'ai eu un accident de la route cette semaine, et donc je connaissais pas ce métier. J'avais vu des reportages. Donc c'est 4800 agents. Il faut savoir que ces agents autoritaires interviennent, et un jour sur 2, il y a eu 143 accidents impliquant des agents autoritiers qui, juste en faisant leur travail de ramasser des débris de voiture, où bien souvent il y a de l'alcoolémie, où bien souvent il y a l'usage du téléphone portable qui crée des accidents, et du stup évidemment, où il y a évidemment nos impôts qui sont mobilisés, où la gendarmerie bien souvent a un travail d'enquête et de magistrat qui doit enquêter sur ce type d'accident, et parce qu'ils perdent la vie, depuis 2002 il y a eu plus de 30 agents de la sécurité des autoroutes qui sont décédés simplement en intervenant pour ramasser des débris de voiture, mettre en sécurité un véhicule. Donc je voulais, quand vous m'avez demandé de choisir un sujet, comme j'étais un peu dans cette semaine, c'est très bien. Où j'ai rencontré ces humains qui travaillent, qui veulent juste rentrer à la maison en sécurité. Et cette dame que j'ai croisée, elle disait je suis venue, mais j'avais fini mon service, et je suis venue parce que c'était un appel, et je voulais pas mon collègue allait mettre du temps comme il prenait son service, donc je suis venu en dernier, et il était 17h. Donc hommage à ces agents. Très beau. De la sécurité. Merci pour ce témoignage, et l'occasion de rappeler que quand il arrive quelque chose de triste, on peut aussi trouver un point positif, et c'est bien. Michael, il y a eu cet accident, vous en êtes bien sorti, tout va bien. Aucun blessé. Mais dans ce triste moment, ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur autre chose. De réhumaniser un peu ce métier, puisque des fois en plus les gens leur parlent mal. Les gens par l'émotion de l'accident leur parlent mal, mais il faut les respecter. Il faut pas oublier qu'ils sacrifient
sacrifient leur vie. Et la preuve, les chiffres parlent. Hein. 30 accidentés de morts. 40 € que vous payez pour les 10 km, ce n'est pas pour eux l'argent. Ah oui, non, ça, c'est clair. Voilà. Geoffrey Vupero, c'est à vous le tour de table. Alors vous revenez sur Ceuta, donc ce territoire indépendant espagnol, enfin qui donne directement sur le Maroc. 11 000 migrants se sont installés dans la ville. On parle d'une crise migratoire. Vous vouliez revenir sur l'un de ces faits de ces derniers jours. Oui, alors ces derniers jours, en fin juillet, on a eu à peu près 70 000, on estime, migrants, qu'on appelle migrants, qui ont traversé la frontière marocaine pour arriver à Ceuta. Donc Ceuta, c'est une ville espagnole qui est sur le territoire africain, enfin qui est en Afrique en réalité, qui n'est pas en Espagne à proprement parler. Et je voulais profiter d'avoir la parole pour vous appeler tous, chers auditeurs et puis chers partenaires de plateau, à prendre un peu de recul sur la situation. Ces hommes qui traversent la frontière par dizaines de milliers, à la nage, souvent. Peu importe, par dizaines de milliers, dans un autre temps, dans un autre lieu, donc si on change de temps et d'espace, des dizaines de milliers d'hommes qui traversent une frontière par la force, ça s'appelle pas une crise migratoire ni humanitaire, ça s'appelle une invasion. Et j'appelle les Français et les gouvernements en qui j'ai plus confiance à ouvrir les yeux, parce qu'à ce rythme, notre naïveté nous tuera. Des dizaines... Voyez les images, je vais aller sur X, sur Internet. Des dizaines de milliers. Aujourd'hui, on a... Ça a été un petit peu... Oui, un peu. Oui. Aujourd'hui, la présidence de Ceuta dit officiellement qu'on a 11 000 hommes qui sont surplus, qui sont à Ceuta, dans une ville. Une ville qui a 80 000 habitants. Okay. On voit les images, on voit les chiffres. On parle de quoi ? Ouais. Mais ça a été instrumentalisé, c'est-à-dire, alors bon, vous Geoffrey, on rappelle, vous êtes aussi issu d'une famille qui est issue de l'immigration. Je précise bien, voilà. C'est le bon terme. Mais il y a des parcours de vie et il y a aussi de temps en temps des gens qui sont manipulés. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Bruno Pomar, vous l'ancien du RAID, on voit bien que ces gens, 60 000 Marocains. En plus, le Maroc est un pays qui vit plutôt bien quand même. Ouais. Je pense qu'il y a eu, il y a eu quand même une certaine manipulation. Moi, ce qui m'inquiète dans ces vagues de migration, où certains humanistes, parce qu'il y en a beaucoup en France humanistes, qui sont bien installés, qui bougent pas, mais qui disent accordons l'asile à tout le monde, c'est formidable. Mais comme par hasard, et il l'a très bien dit, il a parlé que d'hommes. Comme par hasard, visiblement, les femmes au Maroc n'ont pas de problème. Où elles sont intégrées normalement, elles travaillent. Enfin bref, il n'y a que des mecs. C'est-à-dire qu'il y a la notion de chef de famille qui existe encore peut-être. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En attendant, c'est flagrant, quoi. Je veux dire, il faut arrêter. Les faits sont les faits, à un moment. Pardon ? Les faits sont les faits. Mais oui, les faits sont les faits. On peut appeler... Alors, on va peut-être me traiter de raciste, je sais pas, le fait d'avoir dit ça. Mais en attendant, à un moment donné, il faut quand même que les gouvernants européens soient un petit peu plus couillu, excusez-moi le terme. Parce et notamment le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui en fait invite à cette immigration de masse. Parce que si je peux me permettre, on parle d'artillerie lourde pour les incendies, c'est justifié. On parle de guerre contre le Covid. Toute l'Europe se lève quand la Russie attaque l'Ukraine, qui n'est pas un pays de l'Union européenne. Mais quand on a des dizaines de milliers d'hommes qui arrivent sur le territoire européen, de l'Union européenne, là c'est une crise humanitaire. Mais oui, c'est ça. J'aimerais qu'on se pose au moins la question. Michael Sherman, votre mot de conclusion sur ce dernier tour de table? J'ai un très grand respect pour le roi du Maroc, Sa Majesté. Ce sont des sujets du roi. Les racailles et ces individus qui ont passé la frontière, le roi et ses services les ont laissés passer parce qu'ils n'en veulent pas. C'est des raclures, c'est des racailles. Pas tous, c'est peut-être aussi des gens qui ont vu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont C'est un royaume, et parce que j'ai un très grand respect pour le peuple marocain et le roi, il sait très bien les sujets qu'il a laissés passer. Sur les 60 000 personnes, vous les qualifiez toutes de racailles? Vous ne pouvez pas. Je vous le dis. Mais si par exemple, il y a le copain de quelqu'un qui est triste et on lui a dit tu as une chance de... Vous ne pouvez pas dire ça. Je pense pas. Vous ne pouvez pas globaliser. Non, parce que comme j'ai un très grand respect pour le roi du Maroc, il sait très bien, il tient ses frontières. Ouais, mais ça va bien, le roi du Maroc. Moi, j'ai vu à Agadir sa résidence, elle est superbe. C'est ce que je vous dis. Mais tous ne vivent pas dans la résidence. Et comme il tient son royaume et son peuple, il connaît très bien son peuple, le roi du Maroc. Les sujets qu'il a laissé partir, ce sont des sujets qu'il ne veut pas dans son État. Oui, mais Michael... Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, cette population qu'il a laissé passer, cette partie du peuple... Sous-entendu, il les a laissés partir, donc il savait ce qui se passait. Donc bien sûr. Alors, bien sûr, il tient ses frontières. Oui, mais il y a eu des morts. Donc ça veut dire que
veut dire que donc il aurait pu être complice de ces morts. Il y a eu des morts. Parce qu'il y a quand même. C'est grave ce que vous dites. Non, parce qu'il pouvait pas savoir toutes les conséquences. Mais en tout cas, il tient ses frontières, il tient son peuple. Et un roi qui tient son peuple. Tout ce qui est généralisation, j'entends vos arguments, mais tout ce qui est généralisation, c'est super dur. C'est pas généralisant. Il connaît son peuple, il connaît ses frontières. Michael, il va un petit peu fort parce que faut savoir que les relations France-Maroc sont quand même importantes. Alors ils sont sur un territoire espagnol, on est d'accord. Mais quand on sait qu'on est à Ceuta, on n'est pas loin de la France quelque part. C'est pas la France. Oui, d'accord. Alors est-ce que c'est pour ennuyer l'Espagne? Et c'est une partie aussi qui est revendiquée par le Maroc. Oui, c'est vrai. C'est une partie qui pour eux ce n'est pas l'Espagne. Il faut savoir que vous avez une analyse qu'on entend. Comme le Sahraoui, c'est le même problématique. Évidemment, vous vous basez sur des faits et on vous fait confiance. Simplement, moi, je vous donnerai juste une contre-indication. Vous avez forcément dans ces 60 000 un petit gars qui a entendu, qui avait des conséquences collatérales. Et donc, ne dites surtout pas que ce sont tous. Mais évidemment qu'il y a des conséquences collatérales et qu'il y a des exceptions. Il faut des exceptions. Mais pour moi, une exception. Mais respect pour ceux qui n'étaient pas. Quand même. Il y a un drame humanitaire. Il y a des morts, des blessés. Mais la plus grande partie de ces personnes qui sont passées, et on l'a vu avec les témoignages. C'est pas ceux qui déjà, c'est différent. Déjà, c'est différent. La plus grande partie, c'est différent de tout le monde. Mais moi, c'est pas ceux qui produisent le plus pour le Maroc. Je ne fais pas de règles avec une exception. Messieurs, il faut marquer une respiration dans un instant. Toujours à prendre évidemment avec recul les choses. On entend vos points de vue et puis on essaye de faire une synthèse. Voilà. Dans un instant, nous recevons notre auditeur fil rouge. Le premier auditeur fil rouge, il va être ministre de l'eau. C'est nouveau ça. Moi j'ai inventé le ministère parce que il faut vraiment, la question de l'eau aujourd'hui elle est centrale. Mitterrand avait fait ministre du temps libre, donc c'est pas mal, c'est bien monsieur Brunel. D'ailleurs pour le ministère j'ai pensé pour le temps libre à quelqu'un, je vous dirai. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, dynamiques, motivées, Geoffrey Vupero, Mickaël Sherman et Bruno Pomar, qui du coup autour de cette table plutôt de jeunes talents fait figure d'anciens. C'est l'avenir, ils sont l'avenir de notre pays. Alors justement, on va aller au 0826 300 300 parce que nous avions besoin de renforts. Il est ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Christophe est avec nous, c'est cela? Oui, mais moi je sais faire. Excellent. Christophe, vous savez faire. Vous nous appelez d'où, Christophe? Assas, à côté de Montpellier. Assas, à côté de Montpellier, ça n'a rien à voir évidemment avec la fac, non. La fac d'Assas. C'était facile. Bon, merci Christophe d'être avec nous parce que on voulait vous lancer un challenge. Vous faites partie de cette grande famille des auditeurs de Sud Radio. Alors, si vous étiez ministre de l'eau, parce que tout le monde se torture avec cette question de l'eau, allez-y, donnez-nous des idées, Christophe. Alors c'est un peu tronqué étant agriculteur, mais déjà première chose, c'est garder l'eau qui tombe du ciel avec des retenues collinaires. On parle pas de bassines, on parle de retenues collinaires. Ensuite, c'est empêcher l'eau qui arrive de l'étranger, de pays qui ont besoin d'eau. Autrement dit, arrêter cette importation d'agriculture que l'on ne veut pas chez nous. Et chaque fois qu'on importe des fruits, des légumes, on importe de l'eau. De pays qui n'en ont pas. Et puis après, le symbole, c'est arrêter de faire pipi dans de l'eau potable. Oui, ça c'est sûr, ça c'est clair. Oui, effectivement. Oui, alors, Christophe, je vous sens espiègle, mais vous savez, c'est une qualité être espiègle parce que en fait, vous savez taper dans le vif pour suggérer le débat. Alors autour évidemment, ça réagit. On est tous d'accord avec ce que vient de dire Christophe, avec toute la quantité d'eau qui tombe, il faut qu'on arrive à la gérer. On est bien d'accord. Alors, les écologistes disent les méga-bassines, non, je ne sais pas, mais moi, ça me paraît tellement évident. On est d'accord, messieurs, avec Christophe, Bruno. Moi, j'en ai une, j'ai pas une méga-bassine. J'ai un lac qui a été artificiel, qui est de 650 hectares, qui permet effectivement d'alimenter en eau pour les agriculteurs, même pour Toulouse s'il y avait une grosse pénurie d'eau. Donc c'est utile. À partir du moment où cette eau est gérée, stockée et gérée intelligemment. C'est toujours le même sujet, quoi. Voilà. Et quand on a vu pendant les derniers mois, voire les dernières années, la façon dont on a pu attaquer les bassines, qui a été d'ailleurs théâtre d'affrontements très durs pour nos gendarmes, eh bien je me dis que ce pays ne tourne pas rond. Petite rhétorique sur ce que dit Christophe, n'importons pas l'eau des autres
autres, sous-entendu les fruits et légumes, mais il nous a bien dit, Christophe, qu'il était agriculteur. Sauf que, Christophe, si on n'importe pas la production d'un autre pays, comment ils font pour vivre, parce qu'ils vivent aussi de leurs exportations, non, Christophe ? Oui, bien entendu, mais il va falloir qu'ils se réorganisent comme nous. Si nous, il faut qu'on crée une nouvelle agriculture, eux, il faudra peut-être qu'ils créent une nouvelle industrie ou il faudra qu'ils créent autre chose. Et le point de départ, c'est l'eau, puisque je le répète, dans le jeu, vous êtes ministre de l'eau. Et donc, et voilà. Et votre troisième point, rappelez-le nous, parce que qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? C'est-à-dire que je pense que des pays du Sud doivent halluciner du fait que l'on urine dans de l'eau que l'on peut boire. Ça, c'est clair, c'est un vrai sujet. Ouais. Utiliser les eaux noires pour faire ça. Et je pense qu'il y aurait ce serait très simple de faire passer l'eau de la douche dans un petit réservoir dans les combles et qui redescendrait naturellement dans les toilettes et voilà. Ce qui se fait d'ailleurs à petit niveau dans les camping-cars, je crois. Ils arrivent à reprendre les eaux noires pour les utiliser dans les toilettes, je crois, il me semble-t-il. Bon, messieurs, nous sommes en présence d'un ministre pertinent, nous sommes d'accord, Michael Sherman ? Ministre pertinent, et surtout, il faut revenir à du bon sens. On peut pas parler tous les jours de souveraineté alimentaire sans s'imposer des règles, et l'eau en fait partie. C'est bien que l'État mette, je sais plus combien, 91 départements avec des restrictions d'eau et une politique, mais je pense que l'État déjà doit fonctionner aujourd'hui un peu plus comme une entreprise. Un chef d'entreprise, il fait attention de pas être à découvert, et à la fin du mois, il doit payer ses salariés, et il peut pas vivre sur la dette. Et je pense que c'est un petit peu ça avec l'eau. C'est qu'aujourd'hui, il faut considérer l'eau comme une valeur, comprendre que c'est fragile, et à partir du moment qu'on ne perdra pas l'esprit que l'eau est fragile, on s'en occupera, et c'est notamment ce système de la récupération, soit des eaux de pluie ou de l'eau qui est consommée et sale, c'est juste du bon sens, il faut avancer concrètement avec des actes. Bon, Christophe, vous restez avec nous un petit peu après, vous pouvez rester un peu avec nous pour le débat, comme vous êtes notre auditeur fil rouge, oui ou non ? Il n'y a pas de problème, je vous attends. Restez bien avec nous. Dans un instant, il sera 18h, les informations. On va y revenir avec Christophe, notre auditeur d'Assas, dans l'Hérault, et puis nos trois vraies voix, Geoffrey Vupero, Michael Sherman et, ladies and gentlemen, Bruno Pomar. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été, deuxième partie. Une journée spéciale Sébastien Lecornu. Le Premier ministre vampirise l'actualité de la reconstruction des zones sinistrées par les feux de forêt jusqu'au piratage de l'administration fiscale. À suivre d'ailleurs notre grand débat consacré à la cellule de crise organisée cet après-midi pour rassurer ou pas les contribuables piratés. D'ailleurs, la cellule est toujours en cours et bien sûr, nous allons vous tenir au courant avec nos trois vraies voix. Il est conseiller municipal inscrit sans étiquette et président de l'association Engagement France Solidarité. Il est l'homme qui est considéré comme le gendre idéal, Michael Sherman. C'est la Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Un chef d'entreprise et chroniqueur sur la chaîne Rooftop Français, qui est un média qui s'adresse beaucoup à la communauté asiatique. Il est l'équivalent de Mao Tse-tung pour nous. Geoffrey Vupero. Ok, on évitera Mao Tse-tung. Et cousin de Bruce Lee. Enfin, tous les terroristes du monde entier le craignent. Ancien membre du RAID, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, craint également par toute l'équipe de Sud Radio, Bruno Pomar. Bonsoir. Bonsoir. Allez, dans un instant, bien sûr, nous ouvrirons le grand débat, mais je voulais évidemment qu'on revienne, et notamment avec Christophe, notre auditeur d'Assas dans l'Hérault. Vous êtes toujours avec nous, Christophe ? Je suis toujours avec vous, messieurs. Bon, on vous a sollicité pour être ministre de l'eau. Vous avez eu l'honnêteté de nous rappeler que vous étiez agriculteur. En ce sens, votre politique autour de l'eau était très incitée par votre activité. Mais votre activité, on va encore l'utiliser. Parce que j'aimerais qu'on revienne donc sur la visite du jour de Sébastien Lecornu
en Gironde avec cette conférence de presse à Mérignac aujourd'hui. Il veut sortir l'artillerie lourde. Nous en avons parlé tout à l'heure, la question du jour, nous en avons débattu, mais revenons quand même sur cette actualité avec un extrait important. Et on a votre présence, Christophe, et il faut que aujourd'hui la France fonctionne différemment pour ses forêts. Écoutez ce que dit le Premier ministre sur le débroussaillage. Ça renvoie à la question de ces fameuses ELD, ces obligations légales de débroussaillement, dont on ne peut pas dire que ce fut très respecté, je crois pouvoir le dire, et qui n'est pas du tout neutre, parce qu'y compris avec les pompiers qu'on a pu voir ce matin et je reverrai cet après-midi, on le voit bien qu'intervenir dans des zones propres, nettoyées, ou dans des zones qui ne l'étaient pas, a tout changé évidemment pendant le traitement tactique du feu, et évidemment là aussi il nous faudra y revenir. Voilà, ça a été un coup de tonnerre parmi les différents coups de tonnerre ce matin, parce que finalement ce que dit le Premier ministre, Christophe, c'est bien oui, finalement il faut aussi qu'on vous écoute les agriculteurs, parce que vous l'avez rappelé ça. Alors pardon, je dis débroussaillage, il dit débroussaillement, je vais regarder dans le dictionnaire, bon, oui. En tout cas on sait de quoi on parle. Christophe, clairement il faut changer de logiciel pour les forêts. Non. En tous les cas, pour la protection des habitations, la réglementation, elle est là. Il y a qu'à l'appliquer. Et oui, c'est ça. On est tenu d'entretenir, ou tout au moins de protéger son bien. Pour moi, dans ma région, c'est 50 mètres autour des bâtiments. Ouais. Qu'on soit propriétaire du terrain ou pas. Mais que déjà ça se soit fait. Mais moi, quand je disais tout à l'heure, quand je louais, Bruno, les qualités d'espiègle de Christophe, c'est votre réponse, elle est subtile, c'est un régal, Christophe, parce que effectivement, on se dit, alors faut changer. Non, la règle elle est là. Oui, mais alors, je voulais pas tacler notre agriculteur, parce que j'aime beaucoup les agriculteurs, j'ai beaucoup d'amis quand j'étais maire dans l'Aude. Mais vous avez aussi, mon cher Christophe, les friches agricoles qui sont de plus en plus nombreuses, parce qu'on a malheureusement. Et Bruno, ouais. Pourquoi y a-t-il des friches? Je pense que si le monde agricole vivait correctement du fruit de son travail, il n'y aurait pas de friches. Je suis d'accord, oui, mais vous parliez tout à l'heure d'entretenir nos propriétés. Vous rappelez ce que sont les friches pour les Parisiens comme moi, enfin pour les... on est tous concernés, c'est du bon sens citoyen, tout simplement. Les friches, c'est-à-dire, c'est des terrains qui sont laissés comme ça. Tu laisses pousser parce qu'il n'y a plus rien à faire dessus. Et nos agriculteurs, évidemment, qui déposent le bilan, qui ont des terres, mais ils les entretiennent plus parce qu'à un moment donné, il faut des machines, etc. Donc là aussi, il y a une responsabilité collective. Il y a peu... Oui, Christophe, allez-y. Ce que l'on demande, c'est d'entretenir à 50 mètres des biens. On parle même pas des friches, là. Oui, mais les friches, Christophe, les friches, il y en a de plus en plus, oui ou non? Vous le savez? Oui, bien entendu. Bon. Il va y avoir de plus en plus de friches dans le sud de la France et sur Bordeaux, puisqu'on arrache tous les jours de plus en plus de vignes, qui sont elles-mêmes coupe-feu. Oui, exactement. Donc c'est un véritable sujet. Alors d'ailleurs, à cette occasion, beaucoup de procès sont rappelés. Alors l'Espagne et le Portugal notamment ont mis en avant des procédés qui permettent d'anticiper, enfin pas d'anticiper, mais de couper le feu. Alors malheureusement, les pauvres Espagnols et les pauvres Portugais aussi, les feux de forêt, ils en ont subi les conséquences. Bon, mais Christophe, on est d'accord que sur cette histoire, les agriculteurs, vous êtes hyper remontés parce que vous avez pas des solutions, mais en tout cas, des coupe-feux. En Espagne, ils ont réinventé la roue, l'eau tiède, le fil à couper le beurre. Ils veulent remettre le pastoralisme. Ah ouais. Chez nous, on l'a anéanti. Alors, c'est Mitterrand qui l'a anéanti en faisant venir de la Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, on fait la promotion des prédateurs, comme le loup, comme l'ours. Oui, forcément, il y a de moins en moins de pâturage. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est ça qui est aussi très important. C'est-à-dire qu'on vous fait beaucoup parler, vous, les auditeurs de Sud Radio, et à chaque fois, vous êtes sur le terrain et clairement, vous dites les choses d'une simplicité qui paraît tellement évidente. Oui, Bruno. En parlant à notre agriculteur, en même temps, vous prenez la région des Landes, de la Gironde, etc. Il y a aussi le fait de multiplier les essences ou de diversifier les essences qui permettent peut-être d'éviter le pire, non? Oui, bien entendu, mais là aussi, il pourrait y avoir aussi de la diversification avec peut-être une autre agriculture que uniquement des arbres pour des scieries. Bon. Alors, Christophe et Bruno, vous avez beaucoup parlé tous les deux donc vous sautez ? Non, pas du tout. Justement, nous avons bu vos paroles parce que votre savoir sur le sujet était important. Maintenant, on va solliciter nos deux autres vraies voix sur l'une
aussi on va dire des déclarations importantes de Sébastien Lecornu concernant les assurances. Écoutez-le. Je pense même pouvoir dire que nous nous sommes fait engueuler à la place des assureurs. Donc nous ne manquerons pas évidemment de restituer aux assureurs ce que nous avons entendu. Donc on ne va pas se substituer aux assureurs. Enfin, on va quand même se mêler de la relation entre les assurés et leurs assurances, et on va le faire avec beaucoup de loyauté vis-à-vis des compagnies d'assurance. On n'est pas là pour taper sur elles. Enfin, je le dis quand même, celles et ceux qui joueront le jeu, on dira lesquels, et celles et ceux qui ne joueront pas le jeu, on dira lesquels aussi, parce que c'est encore un univers concurrentiel dans lequel nous avons bien le droit de donner notre avis. Et tout à l'heure, nous avions un témoignage d'un des membres de la ville sinistrée du Porge qui a été donc à l'origine des sifflets à l'encontre de ce Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui est venu avec une protection amoindrie et qui n'a pas pu directement aller voir les gens. Donc tout cela, c'est bien contextualisé. La question des assurances a été soulevée tout à l'heure par notre auditeur. Il y a un moment, Michael Sherman, là aussi, les assureurs, il va falloir leur mettre un peu de pression. Il a raison. Il est évident qu'il faut mettre une pression sur les assureurs. Après, moi, je veux parler de volonté politique. Et je suis heureux que sur Sud Radio, on a le temps d'expliquer. Le cas d'école de la tempête Xynthia, j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. En février 2010, ça faisait 13 jours que le préfet Jean-Jacques Brault venait d'être nommé. Le préfet... Dans les Yvelines, c'est ça ? Il était en Vendée, préfet de Vendée, durant la tempête Xynthia. Il est devenu après des Yvelines. Vous connaissez bien Non, mais parce que vous en parliez tout à l'heure. Exactement. Donc, le préfet Jean-Jacques Brault, quand il est arrivé, ça faisait 13 jours, il était en poste. Il avait réussi à convaincre Paris, parce qu'il faut savoir que Paris, c'est pas la France, mais un préfet en Vendée. Il avait réussi à convaincre l'Élysée et Matignon de classer la Vendée et cette zone de Xynthia, où il y avait presque 700 maisons, où il y avait eu 53 morts. Hein, donc il y avait eu des dégâts particuliers avec une tempête, avec submersion maritime. Il avait classé ce territoire en zone de solidarité, ce qui avait permis le rachat des maisons sur le prix des domaines et qui avait permis, alors il y avait le fonds Barnier, il y avait les assurances qui étaient là, mais il n'attendait pas les assurances, et quand il y a une volonté politique, l'État joue son rôle. Donc moi je pense que c'est un cas d'école et qu'il faut s'inspirer de la tempête Xynthia pour pouvoir agir bien avant les assurances. Alors c'est là, bien de mettre pression. C'est le point de vue, effectivement, côté l'État doit... C'est bien entendu, Michael. Geoffrey Vupéro, vous prenez l'autre côté, s'il vous plaît, de la carte, et on est bien d'accord que même si on déclare en zone sinistrée tout ça, il y a toujours un assureur. Zone de solidarité. Voilà. C'est plus particulier. Sauf qu'il y a toujours un assureur qui, à la fin du compte, va nous le faire payer à nous, les administrés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on avait tendance à... On expliquait que les propriétaires étaient plus facilement remboursés que les locataires. Ça n'a aucun sens. Je suis locataire et je paye mon assurance. Donc j'estime que si j'avais été dans cette situation-là, j'aurais dû avoir un soutien significatif. Mais en même temps, d'un côté, même si je suis plutôt libéral dans l'ensemble, c'est dans ce genre de catastrophes naturelles et accidents très spécifiques que j'estime que l'État doit être présent, évidemment, et venir combler les trous. Alors, évidemment, mais l'État il a plus d'argent. C'est gentil. Les assurances. Vous connaissez le parc immobilier détenu par les assureurs. Vous allez à Paris, vous payez votre loyer, vous dites alors c'est qui à qui je paye à l'assurance Intel parce que c'est eux qui ont acheté tout. Ils sont riches comme Crésus. Je voudrais revenir tout de même sur la déclaration de Monsieur Lecornu. Il a quand même un peu tendance à se dédouaner en disant ah mais oui, tout ça c'est de la faute des assureurs. Bon, il y a l'État, on lui paye aussi des impôts, probablement autant que les assurances. Il a aussi la responsabilité dans les cas extrêmes et spécifiques d'être notre parachute. Vous voulez un peu trop d'état, les amis, hein, Michael. C'est ça. Je vais te donner mon opinion. L'État aujourd'hui gère notre argent. On est avec un agriculteur. Il n'y a plus de pognon. Non, c'est pas vrai. Il y a du pognon. Ah bon ? Pourquoi il y en a plus ? Il y a aujourd'hui 30 000 fonctionnaires. En 1980, il y en avait autant. Il y avait 1 500 000 agriculteurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un agriculteur. Il y a 350 000 exploitations. Il y a autant de fonctionnaires. Donc il y a de l'argent qui est mal géré. L'argent des Français, quand il y a un sinistre, il doit être géré. Avoir autant de fonctionnaires, alors qu'on est passé d'1 500 000 dans les années 80 agriculteurs à 300 000, c'est qu'aussi l'argent est mal géré par l'État et il doit revenir aux Français. Là, Michael, tu fais de la politique pure et dure. Non, moi, je dis simplement, les amis, vous êtes
de tout État, dès qu'il arrive quelque chose, et j'ai rien contre nos amis de la Gironde, évidemment, il faut les aider. Il y a des assurances, il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. À 80%, c'est les assureurs, à 20% l'État, en complément. Si l'État n'est pas là quand il y a un sinistre, il est là quand Bruno, c'est pas possible. Dans la mesure, les amis. Messieurs, c'est passionnant. Et quand je pense que c'était juste une réaction à l'actualité et que nous ne sommes pas encore rentrés dans notre grand débat, parce que Sébastien Lecornu, je le répète, est au cœur de l'actualité. Son voyage donc pour reconstruire les zones sinistrées après les feux de forêt, mais aussi la cellule de crise concernant la cyberattaque dont a été victime l'administration fiscale. On en reparle dans un instant. La cellule est toujours en cours. Vous nous le confirmez, Louis de Kergorlet ? Tout à fait, toujours en cours. Bon, donc ça veut dire qu'on n'a pas toutes les infos, mais vous avez des infos. Vous allez notamment nous parler du hacker. À tout de suite. 17h-20h, les vrais voyeurs, Frédéric Brindel. La France a peur. Cyberattaque. Cyberattaque. L'administration fiscale a été visée. Nos trois vraies voix sont là pour débattre avec nous. Michael Sherman, Geoffrey Vupero, Bruno Pomar. La question, cyberattaque. Craignez-vous une administration tout numérique ? La cellule de crise interministérielle après le vol des données du fisc est toujours en cours, on vous le rappelle. Pour rappel, donc, près de 700 000 personnes sont concernées par ces fuites. Si vous êtes concerné, vous devriez d'ailleurs recevoir un mail très prochainement. Bip, ah, ça y est, voilà. Et en attendant, les responsables de ce vol se sont fait connaître. Il s'agit d'un duo de hackers qui se fait appeler Zero Bytes, cher Louis de Kergorlet. Non, de Kergorlet. Et ce n'est pas une première pour le duo français, puisqu'ils étaient déjà impliqués dans les cyberattaques de la Fédération française de handball ou encore d'Intermarché. Ils l'assurent dans une interview donnée aujourd'hui à l'AFP. Ils ne l'ont pas fait par motivation politique, mais bien pour l'argent et le désir de pouvoir. Zero Bytes qui affirme également avoir déjà vendu les données volées. Selon le groupe, les fichiers ont été vendus à 2 personnes pour une somme se chiffrant en milliers d'euros. Ils refusent d'en dire davantage sur les acheteurs. Les données sont toujours en vente. D'ailleurs, selon eux, une même base pouvant être copiée et cédée à plusieurs clients. Pour rappel, le parquet de Paris a ouvert une enquête, notamment pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs. Bon, je rebondis, pardon, le passionné de hand que je suis. Alors oui, effectivement, la fédération a été hackée également. Et bon, pour bien connaître le président, Philippe Bana, qu'on salue, à partir du moment où il y a eu ça, j'ai reçu une pluie de mails. Donc évidemment, je suis lié à la Fédération française de handball parce que je reçois en tant que journaliste patati patata et toutes les pubs. C'est-à-dire qu'en fait, ils revendent, je crois, des données et je reçois des pubs. Alors on store, je ne sais plus trop quoi et tout ça. Donc on vous a à l'œil, les amis. Merci Louis pour ce point. Évidemment, pour la cellule, on va attendre. Nous avons un auditeur au 0826 300 300. C'est Olivier dans le Gard. C'est ça ? Bonsoir, oui, Olivier. C'est ça. Bonsoir Sud Radio. Bon, Nîmes, grand club de hand, hein, d'ailleurs, on parlait du handball. Oui. Ouais, bon. J'ai peur. Je suis comme tout le monde, j'ai peur. Alors, vous avez peur du tout administratif numérique. Ouais. Ah oui, mais c'est normal. Imaginez simplement une panne. Ouais. Quand ça arrive, là, comme aux États-Unis, des pannes entières, on fait quoi ? Il n'y a plus rien qui marche. Ça nous est arrivé, moi, quand je vais à mon magasin, là, et à un moment donné, c'est Carrefour, comme je le citais, c'est avocat. Oui, allez-y. Et pas moyen de payer. Il y avait un bug informatique sur tous les Carrefours de France. On pouvait pas payer, on pouvait rien faire. Ouais. Alors ça aussi, ça fait peur. C'est-à-dire que par exemple, de plus en plus, il nous est demandé. Restez bien avec nous, Olivier. Hein, vous rentrez dans le débat. On vous accueille vraiment avec grand plaisir. Bruno Pomar, on nous demande de payer avec le téléphone, par exemple, la carte bleue sur le téléphone. Mais si on perd le téléphone, ça vous fait pas peur, vous qui êtes plutôt jeune? Non. Non, ils se foutent de moi les deux. Mais non, mais écoutez, les cyberattaques, c'est connu, c'est reconnu, c'est de façon exponentielle, on en voit de plus en plus. On a eu le Pentagone il y a quelques années, hein, ils sont rentrés dans le Pentagone. Donc on a des gens, malheureusement, je dirais, brillantissimes. Les deux d'ailleurs, là, soit on les fout en prison, soit on les embauche.
Oui, ou alors on fait, mais vous connaissez ça, vous qui êtes un ancien du raid, c'est-à-dire le bandit, repenti. le repenti. Voilà, non, mais c'est ça le terme. Aux États-Unis, ils l'ont fait d'ailleurs. Hein. Arrête-moi si tu peux. Oui, tout à fait. Arrête-moi si tu peux. Mais le problème de ces cyberattaques, c'est les dégâts collatéraux que ça peut créer derrière. C'est ça le truc. C'est-à-dire que quand on nous chope, le fisc fait fuiter, enfin pas lui le fixe, mais les hackers font fuiter les coordonnées des uns et des autres. On peut savoir l'argent que vous possédez. Michael Sherman qui est très riche, Geoffroy également. Et ça peut amener à quoi ? Il a reçu un mail déjà d'ailleurs. Non, mais ça peut amener à quoi, les amis ? C'est que comme la crypto-monnaie, c'est-à-dire que vous êtes ciblé. Tiens, le gars il représente du pognon, celui-là. On va s'attaquer à lui. Donc les dégâts collatéraux sont terribles. Donc il faut trouver de véritables réponses. Vous, Olivier, vous évidemment vous faites votre déclaration d'impôt par internet. Enfin tout, la CAF. Vous avez 150 000 mots de passe, c'est ça, hein ? Ouais. Ah ben c'est compliqué parce que par exemple mon épouse sa boîte mail a disparu. Ah oui. Ça fait un an que toutes les données qu'on reçoit, les impôts, tout, ça va sur sa boîte mail. Elle n'a plus de boîte mail. On ne sait pas pourquoi, ça a disparu. Moi je me pose des questions parce que les hackers, ils veulent gagner de l'argent, mais quand on va les votes électroniques par exemple. Quand on va vouloir voter, ça peut être piraté. Donc, moi je vois bien des pirates de n'importe quel parti qui vont sucrer des voix à un pour les remettre à l'autre. C'est hyper dangereux. Il n'y a pas de. Moi, là, je me suis engueulé avec l'administration fiscale. Là, je suis allé vous aussi, la semaine dernière. Non, mais c'est pas ça. Je reçois rien. C'est tout électronique. Je reçois rien. Donc j'y suis allé. J'ai dit, je veux mes papiers. Je veux des papiers écrits parce qu'on m'a dit quelque chose et quand je paye, on me dit pas la même chose. Donc je veux un papier écrit. Elle me dit ouais, mais les mails, je dis on les a pas reçus. Me dites pas. Elle me dit je vous envoie un mail tout de suite devant moi et il est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé, donc il y a des soucis d'informatique. Vous savez, moi, par exemple, j'ai la fibre. Ça fait 4 fois que la fibre, elle est coupée. Oui. Alors donc, je vais vous refaire la même que tout à l'heure. Ah, vous aussi, oui, c'est pareil. C'est-à-dire que depuis qu'on a la fibre, ça. Bon, alors, je me tourne vers Geoffrey Vupéro. Vous êtes jeune, vous êtes à la pointe de toutes les technologies. Vous entendez ce que dit Olivier. Bruno et moi, on se joint un petit peu à lui. Il va pas falloir non plus quand même abuser de ce numérique, Geoffrey, non ? Alors en fait, le vrai problème, je vais faire ma Cassandre aujourd'hui, mais c'est qu'encore une fois, on a un manque d'anticipation terrible, parce qu'évidemment, on est bien au courant que cette cyberattaque a eu lieu en juin, je crois. Donc depuis juin, il n'y a pas eu de réaction. Je pense que ça pose un énorme problème. Si on arrive à être attaqué, si l'État français arrive à se faire attaquer comme ça prouve qu'il n'est pas préparé à ce genre de situation. Alors, il y a jamais Est-ce qu'on peut se préparer ? Oui, bien sûr, on peut se préparer. Il y a jamais de 100%. C'est ce qu'on dit en cybersécurité. On peut être cambriolé, on peut être attaqué, bien sûr. Mais Geoffrey, pardon, je me permets à ce moment-là de rappeler que vous êtes un chef d'entreprise et que vous établissez d'ailleurs des liens de commerce entre la Chine et la France. Oui, bien sûr. Donc, la Chine, on le sait, est à la pointe. Donc, vous avez cette expertise. Continuez. Oui, en fait, j'essaie de... D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais encore éveiller un peu les consciences. En France, malheureusement, et en Europe en général, nous n'avons aucune souveraineté numérique. Tout notre espace numérique est dépendant des États-Unis. Demain, les États-Unis décident de fermer Microsoft, on ne travaille plus. Pareil pour Google. L'iCloud, Gmail, c'est terminé. Apple, pareil. Alors, on a beau critiquer la Chine, depuis qu'ils ont décidé d'interdire Google, ils ont créé leur propre écosystème numérique, ce qui leur a permis d'avoir une souveraineté, une indépendance. Donc, si demain les États-Unis coupent leurs serveurs là-bas, ils s'en sortent. C'est pas qu'une question de censure. En Europe, on n'a rien fait pour ça. C'est comme pour les médicaments, finalement. Et malheureusement, il faut comprendre c'est trop tard. C'est très très tard. Tant qu'on n'a pas pris de cette décision et tant qu'on n'a pas de vision de ce gouvernement pour mettre en place une souveraineté numérique, un équivalent de Google français pour pouvoir avoir les Français protégés, on est en très très grande difficulté. Michael Sherman, Michael maintenant, Michael, vous qui êtes jeune aussi, parce que c'est vrai, il y a un peu de conflit de génération. Je me suis mis avec Bruno, Geoffrey, et puis Olivier, je vous ai rien demandé, mais bon, vous êtes avec Bruno et moi, Olivier, on est d'accord. Michael, votre sentiment? Le sentiment, il faut écouter aussi la parole des Français. Il y a 26% des Français, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information évoquait notamment le chiffre de 26% des Français
qui n'allait pas faire une démarche administrative si elle était numérique ou digitale. Et pour les plus de 75 ans, on montait à plus de 45%. Donc il faut aussi écouter le peuple quelque part et accompagner par la formation notamment. L'espérance de vie va augmenter. On va avoir une population vieillissante. Peut-être que dans 30 ans, cette nouvelle génération qui sera pas née avec le digital, mais qui sera plus à même. Mais on a aujourd'hui 30 années où il va falloir accompagner cette population à davantage. On pourra pas se passer du numérique. On est dans un monde globalisé où aujourd'hui il faudra aussi accompagner et former les personnes âgées, mais aussi à la lutte contre les arnaques. Parce qu'il y a énormément, notamment avec les deepfakes et notamment le digital, énormément d'arnaques. Et il faut accompagner nos personnes âgées qui aujourd'hui, on est le pays qui épargne le plus en France, faut le savoir, mais du coup qui est victime de très grandes arnaques par le digital. Messieurs, mesdames, vous les auditeurs de Sud Radio, la question cyberattaque, craignez-vous une administration tout numérique ? Nous avons la réponse dans un instant, la petite consultation sur le compte YouTube, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Olivier, vous aurez le mot de la fin, de la conclusion. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. La cellule de sécurité suite à la cyberattaque dont a été victime l'administration fiscale est toujours en action. Donc pour l'instant, pas de nouveau de la part de nos gouvernements. Nous vous rappelons le principe, les 678 000 contribuables particuliers et professionnels qui ont été soutirés, je parle bien sûr de leurs données, vont recevoir un mail d'information. On vous tient au courant, mais la question que nous vous posions, craignez-vous une administration tout numérique? Nous en parlons avec nos trois vraies voix, Michael Sherman, Geoffrey Vupero, Bruno Pomar. Notre deuxième auditeur fil rouge de la soirée, Olivier dans le Gard, est aussi avec nous. Et bien sûr, pour avoir les résultats de la consultation, Quentin Saunier, que disent nos auditeurs? Eh bien écoutez, on vous posait cette question, craignez-vous une administration tout numérique? Et vous répondez oui à 92%, ça oui. Encore une fois très net. Vous nous laissez aussi beaucoup de commentaires. Pour Pierrot, lui il est optimiste. Il dit honnêtement, ça ne serait pas plus mal. Je fais déjà tous mes documents en format numérique, ça fait de la place, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. C'est vrai que c'est le but du jeu aussi. C'est aussi ça. Et on a Jacques qui nous dit le pays est dans un état tellement déplorable, donc je crains que les pirates du monde entier s'en donnent à cœur joie. Ouais, alors il y a ce côté, État français. Tout à l'heure, Geoffrey, Geoffrey Vupero, qui compare avec le fonctionnement, c'est un chef d'entreprise qui travaille à l'international, nous disait ça. Olivier, vous, on est d'accord, le principe d'outil numérique, 1, ça vous embête, et 2, ça ne marche pas, donc ça vous embête encore plus. Mais c'est pas sûr. Alors allez-y, justement. Mais oui, alors moi je vais poser la question essentielle pour moi. Quelle est la peine des hackers qui se font attraper? Pas grand-chose. S'ils attaquent l'État. Ça sert à rien. On a Interpol, des polices mondiales. Bien sûr. Pourquoi on ne fait pas une police mondiale sur les hackers? Alors, il y a 25 ans à chacun. Effectivement. Alors, ça va calmer tout de suite. Bruno Pomar, vous qui êtes le spécialiste, ancien du RAID, je le rappelle, il y a maintenant des compartiments de la police, de la gendarmerie qui se sont aussi spécifiés dans ce domaine. Oui. La gendarmerie d'ailleurs sont très bien spécialisés dans ce domaine, et le ministère intérieur aussi d'ailleurs, donc la police. Effectivement, il y a quand même un travail considérable qui est mené, mais encore une fois, on part de tellement loin que il faut remonter la pente avec énergie. Et je crois que ce qui est intéressant d'ailleurs, même pour nos grandes administrations qui sont parfois un peu dépassées, c'est de s'adresser à l'extérieur, c'est-à-dire au privé, parce qu'il y a des gens de très grande qualité qui sont capables peut-être d'apporter de véritables réponses sur ces sujets, parce que c'est encore une fois, quand on voit le niveau de ces hackers, quand même, je vous disais tout à l'heure, soit on les fout en prison, soit on les embauche. C'est un peu rapide ce que je dis, mais il y a un intérêt, parce que ces gens-là sont capables de rentrer. On l'a dit, il y en a qui sont rentrés au Pentagone. Alors, au Pentagone, vous vous rendez compte, dans toutes les fédération française de tir, aussi il n'y a pas très longtemps, au ministère intérieur d'ailleurs, il y a eu tout ça, il faut en tirer des conséquences, il faut en tirer des réponses qui pourraient permettre peut-être encore une fois d'avancer sur ce domaine. Bon, et Olivier, merci pour ce témoignage. Ouais, allez-y. Pour conclure, allez-y, ouais. La semaine dernière, j'ai vu sur Internet un gars qui donnait des cours
pour devenir hacker. C'est il y a de tout. Ah oui, c'est bon. C'est grave. Hein. Ah, c'est excellent ça. Ouais. Bon, c'est excellent. Olivier, on vous rappelle tout à l'heure, vous terminez l'émission avec nous, on va jouer, vous savez. Hein, bon, super, génial. Juste pour conclure sur le débat, là, nos deux jeunes vraies voix, là, nos hackers. Non, vous n'êtes pas des hackers, des geeks. On appelle ça des geeks, hein, des spécialistes. Bon, pas du tout. Bon, la solution, c'est quoi alors, Michael Sherman, pour que ça aille mieux? Sur les dispositifs d'État, pour revenir, il y a 17 Cyber, qui est une plateforme de l'État qui est liée à la police nationale et à la gendarmerie. Qui font quand même un travail exemplaire avec peu de moyens. Parce qu'il faut saluer quand même nos gendarmes et nos policiers qui aujourd'hui, il faut savoir quand même dans le recrutement même de la police nationale et de la gendarmerie, et même au niveau notamment sur le renseignement des GSI, des GSE, ils vont de plus en plus vers des talents qui acceptent d'être payés moins que dans le privé. C'est là où il faut les saluer. C'est que c'est des gens qui sont justement autodidactes ou geeks ou qui ont fait des études et dans le recrutement de la police nationale et de la gendarmerie. Et pour rappeler notamment sur des chiffres, parce que c'est intéressant, sur les cyberattaques, sur l'Agence nationale de la sécurité et notamment tout ce qui concerne la cybersécurité, il y a 23% des attaques qui concernent des collectivités. Donc il y a quand même aujourd'hui l'État qui se fait attaquer et juste sur les propos de l'auditeur très rapidement, pour escroquerie financière en France, vous pouvez prendre plus qu'un délinquant sexuel en France. D'accord, déjà donc c'est bien quand même. D'accord, ok, très bien. Pour escroquerie financière en France, vous prenez plus de presque 1 million d'euros et 7 ans d'emprisonnement. Donc précision importante. C'est important. Merci, Monsieur Sherman. Une nouvelle fois, c'était très clair. Monsieur Vupero, c'est à vous de conclure sur la question. Alors pour faire très court, je pense que ce qui est important maintenant, c'est d'avoir une vision, parce que la technologie évolue très vite, de plus en plus vite avec l'intelligence artificielle. Je pense que d'ici 2030 et 2027, ce sera déjà trop tard en réalité. On sera à une ère d'intelligence artificielle et de robotique qui va tout changer, qui a déjà commencé à tout changer. On a besoin de mettre en place une nouvelle vision. Alors, c'est bien si on a pris des mesures, mais il nous faut un leadership, un État qui soit conscient de ces enjeux-là. Il sera ministre, notre Geoffrey Vupero, ministre de l'informatique, on est d'accord? Je sais pas, mais il connaît un peu le sujet quand même. Merci. Ce sujet était très passionnant. Il y en a un autre, parce que l'actualité, là aussi, nous rattrape. C'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et le retour de notre Louis de Kergorlet. Louis, alors, les chiffres sont tombés ce matin. On s'y attendait, de toute façon, on le sent bien. Le coût de la vie pour nos étudiants ne cesse de s'accroître encore. Exactement, et pour en parler avec nous dans cette info en plus, nous accueillons Manon Moret, secrétaire générale du syndicat étudiant UNEF. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Manon, merci d'être avec nous. Alors rapidement, je vais détailler le rapport que vous avez publié aujourd'hui. Donc pour vous, il y a 3 causes. L'augmentation du coût de la vie étudiante, donc la hausse du prix des loyers, près de 3% en un an, la hausse du prix des transports, presque 2,30%. Et l'inflation sur les produits alimentaires. Je voulais déjà vous demander, première question, est-ce que la précarité étudiante, c'est aujourd'hui devenu la norme ? C'est ce qu'on a tendance à penser en réalité, c'est que effectivement, là vous détaillez des postes de dépenses chez les étudiants qui sont des postes obligatoires. Donc on n'a pas le choix, on a besoin de se déplacer sur son lieu d'études, on a besoin de pouvoir payer un logement, de pouvoir se nourrir. Et donc tous ces postes de dépenses obligatoires qui augmentent chaque année, ils donnent effectivement une augmentation constante du coût de la vie. Et c'est vrai qu'on a tendance à considérer aujourd'hui qu'un étudiant précaire c'est normal, un étudiant qui mange des pâtes c'est normal, un étudiant qui travaille à côté de ses études c'est normal. Sauf qu'en fait toutes ces réalités dans la vie étudiante ne sont pas quelque chose de normal, puisque c'est toute la réussite universitaire qui peut être mise en danger. Oui, et les conditions de travail. Question Michael Sherman. Non, simplement aujourd'hui, moi je le vois, j'ai été étudiant il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que c'est une réalité que je pense que vous vivez et que les étudiants vivent. Moi, quand j'ai dû travailler pour payer mes études, c'est mes ambitions peut-être universitaires qui ont dû être abaissées parce que je me concentrais sur mon pouvoir d'achat plutôt que sur la réussite de nos études. C'est pour ça notamment que les bourses sont importantes dans un pays et pour soutenir nos étudiants. Et quelles propositions vous faites au gouvernement ou aux parlementaires pour améliorer le cadre de vie des étudiants ? Manon.
Oui, alors peut-être deux choses. Effectivement, vous parlez de salariat étudiant, c'est important d'en parler parce qu'on vient aussi à la réforme des bourses. Le salariat étudiant aujourd'hui, c'est la première cause d'échec à l'université. Ça concerne plus de la moitié des étudiants. Et donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réformer le système de bourse. À l'UNEF, ça fait des années, des décennies qu'on revendique l'allocation d'autonomie, qui est une réforme complète du système de bourse pour arriver à une allocation à minima au seuil de pauvreté pour tous les étudiants chaque mois. Donc ça, c'est une revendication aujourd'hui, voilà, qui est majoritaire chez les étudiants, qu'on revendique depuis très longtemps. Des discussions sur la réforme des bourses avec le gouvernement, on en a eu. En 2023, on nous a promis une réforme des bourses. On a passé 2 ans et demi à se concerter avec le ministère de l'Enseignement supérieur, à négocier sur cette réforme des bourses pour finalement se faire rappeler en juillet 2025 pour nous expliquer qu'il n'y aurait pas de réforme des bourses faute de moyens. Donc voilà, c'est des revendications qu'on a depuis très longtemps. Il y a une urgence et pourtant le bilan aussi de ces chiffres, c'est aussi des fausses promesses tenues par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron et des politiques qui ont davantage précarisé les étudiants. La question de Geoffrey Vupero à Manon Moret, secrétaire général de l'UNEF. Oui, j'ai eu aussi ma période étudiante il y a une quinzaine d'années où j'ai connu mes semaines au pain sec avec 10 € comme beaucoup d'étudiants. Je m'en suis sorti. Alors évidemment, c'est difficile pour tous les étudiants. Maintenant, pour les bourses, pourquoi pas améliorer, mais moi, avec une vision plutôt de long terme pour la France, j'imagine des bourses plutôt allouées à des domaines d'activité ou des domaines d'études qui auraient un intérêt pour le pays. Ouais. Les sciences sociales, moyen. Voilà. Ça a un intérêt, les sciences sociales. Non. Enfin, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Vous étiez bon en maths. Non, j'étais pas bon en maths. Voilà. Dans une certaine mesure. Mais il y a des. Non, mais on parlait tout à l'heure de cyberattaques. On parlait d'intelligence artificielle. Il y a des domaines d'activité ou des domaines d'études dans lesquels on aurait intérêt. Et il y a des domaines qui sont moins indispensables ou en termes de quantité. Voilà. Bon, alors réponse de Manon Moret au très libéral Geoffrey Vupero. Oui, excusez-moi, je trouve cette intervention un peu hors sol par rapport à ce que c'est l'enseignement supérieur aujourd'hui en France. En fait, on ne peut pas conditionner l'accès à l'aide sociale pour les étudiants en fonction du choix d'études. Quand on est jeune, on doit avoir le droit de pouvoir s'orienter vers la filière de son choix, dans l'université de son choix. À partir de ce moment où on conditionne les aides sociales, on force des étudiants à s'orienter. Des étudiants qui ne veulent pas faire les études, qui n'ont pas choisi, c'est pas des étudiants qui réussissent à l'université. Donc aujourd'hui, que ce soit les sciences sociales, les sciences dures, comme on peut les appeler, c'est des filières en fait qui sont importantes et qui ont permis aussi à nos sociétés de pouvoir se développer. Donc moi, je suis frontalement en désaccord avec ce que vous posez et je pense que le débat aujourd'hui, c'est pas dans quelle filière on donne des aides sociales, mais comment on fait en sorte que notre système d'aide sociale aujourd'hui pour les étudiants soit adapté au milieu étudiant actuel et permette l'émancipation et l'indépendance des jeunes aujourd'hui. Alors, bourse et aide sociale sont deux choses différentes, attention. Oui, d'accord. Mais bon, vous, ce que vous voulez dire, Geoffrey, finalement, c'est qu'il faut relancer. Ouais, mais c'est un tiroir, en fait, votre analyse là. Mais moi, je pense à l'intérêt de la France à long terme. Bon, alors question Bruno Pomar. On trouve l'argent où? Encore une fois, moi, je veux bien qu'on donne de l'argent à nos étudiants. Mais c'est pas normal qu'ils soient obligés, vous vous rendez compte. On n'a pas parlé des loyers. Parlons des loyers, par exemple. Parce que moi, ça m'énerve. Moi, j'ai été jeune aussi. Pour avoir un appartement à Paris, c'est n'importe quoi. Et tout le monde se gave, les loyers, et je fais un investissement locatif, et ce sont les étudiants qui trinquent. Mais vous avez raison, dans le 16e arrondissement, vous voulez un appartement pour continuer vos études? Moi, j'étais dans le 17e, dans le 18e. Il y a des Crous qui existent, même s'il n'y a pas assez de place, ça existe. Mais je pense que je crois que il n'y a plus de place dans les Crous. Non, mais on rêve totalement dans ce pays parce qu'on est toujours en train. Les aides, elles existent. Les étudiants, j'en connais plein qui bossent, qui vont dans les fast-food, qui vont dans les restaurants, etc. J'en croise tous les jours. Donc ils bossent. Moi, je suis dans les restaurants tous les jours. Je vois les étudiants qui bossent. Donc ils bossent pour gagner de l'argent. Ils bossent pour leurs études. Mais depuis la nuit de temps, ça existe. Exactement. Depuis la nuit des temps, ça existe. Excusez-moi. On est dans une société où on doit filer du pognon à tout le monde. On assiste tout le monde. Stop, quoi. Moi, pour m'en sortir, je fais un crédit. Manon Moret, allez-y, Manon. J'aimerais bien répondre quand même à cette intervention et je pense que ça résume à elle seule en fait la manière dont on considère la jeunesse et les étudiants aujourd'hui. Je vais répondre point par point à ce que vous avez posé. Première chose, sur les logements Crous. On peut parler de logements Crous, mais en 2017, quand on nous promet la construction de 60 000 logements étudiants en 5 ans et que aujourd'hui, 5 ans après l'échéance qui avait été fixée par le président Emmanuel Macron, on a seulement 15% des logements qui ont été construits Crous. Oui, effectivement, il y a du mal logement, mais avant tout parce que les politiques derrière ne sont pas les bonnes.
Sur la question du salariat, peut-être que le salariat étudiant existe depuis la nuit des temps, mais encore une fois, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir des étudiants qui doivent consacrer 100% de leur temps aux études, qui doivent travailler à côté de leurs études, sachant que c'est la première cause d'échec à l'université. Enfin, sur l'argent, effectivement, on connaît la situation budgétaire de la France, mais encore une fois, il faut pouvoir pointer les responsables, c'est-à-dire les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Et si le gouvernement cherche aujourd'hui de l'argent, moi j'aimerais pouvoir lui dire qu'il y a 211 milliards qui sont donnés à des entreprises chaque année sans condition. Donc l'argent, il existe. Les choix budgétaires, ce sont avant tout des choix politiques. Et les choix politiques qui ont été faits par le gouvernement depuis 10 ans, c'est de précariser la jeunesse, de précariser l'enseignement supérieur. C'est vrai, elle existe, la précarité. C'est vrai, Bruno. Non, mais c'est pas normal. J'entends que madame représente l'UNEF, elle fait de la politique plus que... Mais non, pas du tout. Ils sont à deux dans un studio de 20 mètres carrés. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas normal de mettre tout votre argent là-dedans. Pour quelqu'un qui... Écoutez Frédéric, moi ces éléments de langage, je les ai entendus. D'ailleurs, Louis Boyard fait le tour le gars qui a fait un an de fac, là, il fait le tour des facultés. C'est exactement les éléments de langage de la France Insoumise. Donc, la dame est gentille, c'est une jeune fille. Ils peuvent avoir fait de la politique avant tout. Mais oui. Non, mais elle est dans son rôle. Excusez-moi, monsieur, un débat budgétaire est un débat politique. Mais vous faites de la politique, madame. Première chose, je suis responsable syndical. Je ne suis pas responsable politique. Deuxième chose, un choix budgétaire est un choix politique. Voilà. Ça c'est important. Et donc, oui, effectivement, nous avons un discours syndical et politique et on ne va pas s'excuser d'expliquer quelle est la situation aujourd'hui des étudiants dans les universités. Et c'est quelque chose, monsieur, rendez-vous dans une université, rendez-vous dans une file alimentaire et vous allez voir des étudiants qui vont vous expliquer que 20 € c'est tout ce qui leur reste pour manger à la fin du mois. D'accord. Et on me l'a fait pas, ça m'est arrivé aussi. Enfin, si on parle de choix politique, alors on choisit les filières. On choisit les filières tous les trois. Voilà. Je vais prendre la défense de l'UNEF et pourtant, j'ai pas les mêmes idées politiques que l'UNEF. Mais non, mais il faut choisir la jeune femme. Arrêtez, s'il vous plaît, les filières qui rapportent à notre pays. Stop. Pas le mec qui va finir avec une maîtrise ou un doctorat de je ne sais quoi là. D'accord. Juste. C'est rien ma phrase. Stop. Oui. Manon Moret a la gentillesse de nous répondre. Nous l'avons sollicitée en tant qu'étudiante. Oui, elle est secrétaire générale de l'UNEF, mais arrêtez de dire que Manon fait de la politique. Manon, elle est étudiante et elle répond. Soyez ferme, messieurs. Non, mais elle est dans son rôle. Je parle anglais. Je sais pas si vous parlez anglais. Bon, bref. Michael Sherman pour conclure. Je vais prendre la défense. Merci. De la responsable syndicale et pourtant on partage pas les mêmes idées politiques sur toute la ligne. Cette jeune femme, elle est dans son rôle. Un syndicat, il porte la voix à des étudiants. Et si elle ne le fait pas, qui va le faire? Donc, elle a, même si on n'a pas les mêmes idées, elle est dans son rôle de défendre l'intérêt social des étudiants, parce que si elle le fait pas, c'est évidemment pas le Premier ministre ou le ministre donc, une fois qu'on a dit ça, Michael, on le sait. Voilà. Alors, donc, votre analyse. Il y a une précarité étudiante. Il y a aujourd'hui des étudiants qui ont pas le plein emploi, qui rentrent dans la vie active avec tous les prix qui ont augmenté. Il y a des réformes qui existent aujourd'hui sur l'apprentissage, sur l'alternance, où il y a des possibilités, mais il y a des filières universitaires où l'alternance ou l'apprentissage ne peut pas exister. Et le premier aujourd'hui acteur qui joue pas son rôle, c'est l'État, parce qu'ils prennent pas d'apprentis, ils prennent pas d'alternants aujourd'hui. Donc s'il y a quelqu'un qui peut donner des leçons, qui ne doit pas donner des leçons, c'est l'État, parce qu'ils prennent pas d'apprentis. Vous prenez tous les ministères, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de stage en alternance, et c'est très compliqué de trouver une position. En entreprise, si tu veux que oui, mais aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de fonctionnaires. Donc, elle a raison de défendre les étudiants. Oui, quand même. Et il faut aussi penser on n'est pas à leur place. Ils vivent une époque où il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Exactement. Et donc, il faut défendre nos étudiants. Ce que disait Geoffrey, il faut adapter tout ça. Bon, évidemment, une nouvelle fois, tout ce qui a été dit autour de ce plateau était intéressant. Mais merci Manon Moret, je le rappelle, secrétaire générale de l'UNEF, de nous avoir rappelé quand même les données du problème. C'était votre sujet, Louis de Kergorlet. C'est le problème, c'est que vous choisissez de très bons sujets et du coup... voilà, ça anime tout le monde. On rappelle donc le coût de la vie étudiante, Louis, qui s'envole et bon...
il y a un moment où il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà, exactement. Si vous voulez, je vous redonne très rapidement les chiffres. Donc, au niveau de la hausse du prix des loyers, c'est plus 3% en un an, plus 1% au niveau Crous. Hausse des transports, plus 2,29% pour un étudiant non boursier. Et inflation produits alimentaires, plus 0,87%. Bah oui, voilà. Merci beaucoup, Manon Moré. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Dans un instant, nous jouons. Ça sera... Présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Des sujets d'actualité chauds où tout le monde s'exprime et où les avis divergent, et c'est bien comme cela. Les vraies voix ce soir pour la dernière ligne droite, Michael Sherman, Geoffrey Vupero et Bruno Pomar. Messieurs, il est temps de jouer. Vous vous souvenez de ce brillant auditeur Olivier? Il est là. Est-ce qu'Olivier, vous êtes là? Je suis là. Vous les avez entendus, ces trois vraies voix là. Ils ont un pouvoir terrible, ils sont devant le micro, vous allez les défier. Allez, c'est parti pour le jeu de l'été. Les vraies voix Sud Radio. Alors, je vous explique, Olivier. Vous choisissez soit Bruno Pomar, ancien du RAID, soit Michael Sherman, jeune élu, dynamique, etc. Riche. Soit Geoffrey Vupero, chef d'entreprise à l'international, notamment entre la France et la Chine. C'est un petit quiz. Vous allez écouter des séquences. Il va falloir reconnaître des politiques. Le thème, c'est la campagne présidentielle, puisque nous abordons tout cela. Cher Olivier, avec qui voulez-vous faire équipe? Avec Bruno. Le bon choix, on voit ça qu'il voit où est le talent en fait. Ouais, l'expérience. Bon, c'est une équipe, on va dire, d'anciens face aux deux petits jeunes, Geoffrey. C'est l'artiste qu'il faut trouver. Geoffrey et Michael. Ce n'est pas l'artiste, c'est le politique. Ah. Eh oui, justement. Oh, c'est pareil. Écoutez ce premier extrait. Je ne vous ai pas dit, mais vous allez comprendre au fur et à mesure du jeu que le choix de ces politiques est forcément orienté. Je vous ai donné quelques pistes. Alors, écoutez, qui parle? C'est parti, il faut répondre très rapidement. Et dans ces temps difficiles, Balladur. où le mal rôde Giscard. et frappe. Oui, Giscard. Bruno et Olivier. Vous l'avez, Olivier, vous l'aviez ou pas? Non, je l'avais pas. Bon. C'est un métier, c'est tout. Bon, après, c'est plus de sa génération. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République en 1974. Ouais, c'est ça. Très bien. On réécoute un petit peu. Il était beaucoup imité. On peut réécouter un peu l'extrait, Maxime. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde. Ouais, c'était pas évident. C'est Giscard d'Estaing. Et alors Thierry Leluron l'imitait très bien en faisant comme ça. Voilà. Bon, alors ça fait 1-0 pour Bruno et Olivier. Attention, deuxième extrait. J'ai pris 2 temps de repos. La première, le hasard a voulu que l'évasion de Gaulle qui aboutissait au passage. Non, c'est pas de Gaulle. Ah putain, je sais. L'invasion, les Olivier, vous l'avez? De la zone dite libre. Mitterrand. Mitterrand. C'est Michael Sherman. C'est Michael Sherman qui a répondu. Depuis tout à l'heure. Enfin, c'est Mitterrand. Oui, Mitterrand, président de la République. Son côté gauche à monsieur 81 et 88. Bon, alors vous voyez un petit peu. Un partout, ça va. Faites attention, il n'y a pas forcément que des présidents. Troisième extrait. Parce que je crois que toutes ces formes... Ségolène Royal. Michael, je l'aurais eu. Il y a 9 extraits. La première des équipes arrivée à 5 points a gagné. Voilà, on a entendu Madame Royal qui était donc candidate finaliste en 2007. Qui maintenant? Qui peut considérer Sarkozy. Oh là là là. Et Olivier, il faut se réveiller, hein. Oui. C'est plus de génération. Ouais. Donc, il était aussi en 2007. Voilà. Donc, ça fait 3-1. Mais je rappelle, pour gagner, il faut en avoir 5. Nouvel extrait. J'ai la volonté de maintenir non. Une continuité, une stabilité nécessaire. Pompidou? Oui, qui a dit Pompidou? C'est moi. C'est Bruno. Non, c'est moi. C'est moi. Michael Sherman. Faut suivre. Je l'ai dû après, mais oui. Ça fait 4. Attention, balle de match. Dernière balle de match. On est bon. Balle de match. Qui parle? Et je crois que je centre mes propositions, et je suis le seul, sur la justice, que ça passe par l'augmentation des salaires. Montebourg?
que ça passe par la justice fiscale, que ça passe par la diminution de la durée du travail, que ça passe par le droit au logement, par exemple, par la protection sociale. Un candidat à l'élection présidentielle. C'est le thème central de mes propositions et c'est le premier qui me distingue des deux candidats conservateurs. Vous l'avez pas ? Lionel Jospin, 1995. On continue, très facile, attention. Et je suis partisan de l'application de la peine de mort. Parce qu'un certain nombre d'arguments ont été avancés. Jean-Marie Le Pen, Geoffrey Vuperreau qui donne le 5e point. Olivier, quand même. On a gagné. Et voilà. Pas de regret, Olivier ? Non, pas de regret, ce sont les intonations que... Pas évident. Non, mais c'est parce que vous aviez mauvais coéquipier, c'est tout. C'est pas de votre faute. C'est pas évident. C'est pas évident. Laisse tomber, Olivier. Messieurs, bravo Olivier d'avoir joué. Il y a des époques comme ça. Bon, on va retrouver tout de suite les coups de cœur de Christophe Giquel. Qu'est-ce qu'on fait, Maxime ? On se dit au revoir tout de suite pour l'émission ? Je pense, oui. Oui. Alors, merci à Geoffrey Vuperreau, Michael Sherman, Bruno Pomar. Vous avez été exceptionnels, même si vos idées ne sont pas toujours les meilleures. Mais en tout cas, vous en avez. C'est le principe. À discuter. Encore bravo Olivier, et tout de suite on retrouve l'ami. Bonsoir Christophe. L'Office de tourisme de Hong Kong présente Les coups de cœur de l'été, Christophe Giquel.